Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir toujours de vous retrouver. La dernière fois avant la fin de l'année, donc grande émotion. Je vais donc aujourd'hui clore ce cycle cette année sur le problème de la croissance. Et je vous propose de réfléchir à non pas vraiment une remise en question, mais en tout cas un élargissement de la perspective que l'on a eu depuis trois séances, trois cours, à savoir l'idée qu'il y avait un contrôle autonome au niveau de chaque organe de la croissance, et de voir que bien que ce soit une réalité, il y a néanmoins une question de coordination à l'échelle de l'organisme qui permet d'assurer la robustesse de la croissance, d'assurer la coordination entre différents organes, notamment dans les conditions perturbatives, comme on va le voir. Et je vous propose, pour introduire cette question, de revenir à des questions d'énergétique qui nous avaient occupés principalement au deuxième cours et qui se situaient, et qui doit, à mon avis, toujours se situer en arrière-fond de nos réflexions sur la croissance. Et donc, la croissance d'un organisme, mais également le maintien en l'état vivant de la matière cellulaire et tissulaire d'un organisme nécessite, comme on l'a vu, un flux d'énergie et de conversion énergétique à différentes échelles. À ce titre, il est toujours bon d'avoir quelques repères quantitatifs pour savoir ce dont on parle. J'en précise un qui vaut pour l'homme, mais qui donne un ordre de grandeur des choses. Un être humain consomme à peu près 80 moles d'ATP par jour, ce qui correspond en moyenne à 3 10 puissance 7 molécules d'ATP par cellule par seconde. La base de ce calcul, c'est pour un régime de 2000 kcal par jour et environ 3 10 puissance 13 cellules dans un être humain. Voilà. Et donc, la croissance d'un organisme dépend de la demande énergétique au niveau de chaque cellule, mais également de l'approvisionnement, de la distribution de cette énergie à travers les réseaux de distribution énergétique qu'on a vu dans le deuxième cours, et bien sûr des processus de conversion qu'on appelle le métabolisme, de façon très générique. Et la grandeur que l'on doit avoir à l'esprit, ce n'est pas l'énergie, mais en fait la puissance métabolique, en joules par seconde ou watts. Et donc, notamment dans un contexte où on a vu une distribution d'énergie à partir de son apport, uptake à gauche, distribution à travers un réseau, on pourra avoir une vision qui est un mode de réflexion, je crois, extrêmement utile pour commencer, celui d'une distribution hiérarchique qui suit en fait le réseau hiérarchique de distribution d'énergie. Vous vous souvenez qu'on peut très adéquatement modéliser ou décrire le réseau de distribution d'énergie à travers un organisme animal, mais même de plantes, comme un réseau hiérarchique branché qui remplit l'espace. On l'a vu en détail dans le deuxième cours. Et donc, à cette distribution hiérarchique de l'énergie, on peut voir correspondre une utilisation hiérarchique qui, en fait, se définit ultimement par le niveau terminal, qui est invariant, qui est le niveau cellulaire, dans lequel la demande énergétique est nécessaire pour maintenir la cellule dans un état organisé, vivant, et qui permet également, lorsque les conditions le permettent, sa croissance. Et on va essayer de rechiffrer ça de façon un peu plus précise. Et donc, dans cette vision de flux hiérarchique de l'énergie, de sa distribution, on avait vu ces 3 derniers cours des mécanismes d'arrêt de croissance qui se situent au niveau de chaque organe et qui prennent en compte des choses comme le pattern, la distribution des différentes identités cellulaires organisées dans l'espace, la mécanique, principalement, donc qui avait occupé les 2 derniers cours. Et donc, ceci définirait un mécanisme à l'échelle de l'organe qui arrête la croissance, rétroagit négativement sur le métabolisme cellulaire, et ce faisant, arrêterait en fait, ou mettrait un terme à la demande énergétique pour la croissance, quand bien même elle devrait continuer pour maintenir évidemment en vie les cellules. Alors, j'avais donné ce chiffre de 3 10 puissance 7 molécules d'ATP par cellule par seconde en moyenne. Ça correspond grosso modo à 3 10 puissance moins 12 watts. Alors, il est nécessaire maintenant de
revoir des choses qui ont souvent dégoûté les étudiants en biologie, en tout cas moi ça m'avait dégoûté, qui est en fait le métabolisme cellulaire. Et je vous propose une lecture que je pense, alors à la fois absolument indispensable, mais j'espère plus intéressante pour vous, ayant donné ce chiffre. Alors comme vous le savez, le métabolisme cellulaire, bon, c'est quelque chose de très complexe, mais il y a une organelle dans la cellule, la mitochondrie, qui est le lieu principal, enfin qui est le lieu unique de production d'ATP. D'accord ? Et on peut subdiviser donc, dans la mitochondrie, cette organelle absolument remarquable, au moins 3 processus couplés à un processus dans le cytoplasme. Donc, dans le cytoplasme, si l'on part de glucose, hein, on ne va pas être exhaustif, on va être synthétique. À partir du glucose, il y a un processus de glycolyse qui conduit à la production de pyruvate. Et la conversion du pyruvate en acétyl-CoA dans la mitochondrie, maintenant, constitue la première étape d'une série de réactions chimiques extrêmement complexes, mais bien organisées. Donc la production d'acétyl-CoA, qui est le combustible à partir duquel un cycle, qui a différents noms, j'aime bien le nom de cycle de Krebs, parce qu'il fait référence à un personnage important, mais aussi décrit comme le cycle tricarboxylique imprononçable, TCA cycle en anglais, ou cycle de l'acide citrique. Donc moi je préfère cycle de Krebs. C'est la même chose, c'est un cycle qui a, on va le voir, une caractéristique, ce qui est de produire des molécules réductrices extrêmement importantes pour l'étape suivante, qui est la chaîne respiratoire, qui est une chaîne de transport d'électrons qui va assurer une conversion énergétique absolument majeure et conduire à l'ATP. Alors voyons maintenant ces 3 étapes, avec le code de couleur que j'ai représenté ici, et de façon correspondante, la production d'ATP. Alors je fais le bilan synthétique. Il y a sur les 2 premières étapes une consommation d'ATP balancée par une production d'ATP, la production nette de 2 ATP pour une molécule de glucose et 2 molécules de pyruvate pour l'étape de glycolyse. Cette étape est rapide, mais le rendement est faible en termes de production d'ATP. Ceci est directement couplé via la conversion en acétyl-CoA et par le fonctionnement du cycle de Krebs en la production de ces molécules réductrices, NADH, FADH2, et la production également de 2 molécules d'ATP. Mais ce qui est remarquable, c'est que maintenant ces molécules donneuses d'électrons vont produire à travers la chaîne respiratoire 24 molécules d'ATP, 4 molécules d'ATP, de sorte que, et donc par ce processus qu'on appelle aussi de phosphorylation oxydative, dans lequel l'oxygène, on comprend maintenant son rôle absolument vital pour la cellule, accepteur d'électrons, c'est un oxydant, qui en fait permet à la chaîne respiratoire de fonctionner, et donc l'étape ultime de tout cet enchevêtrement de réactions chimiques, de produire, comme on va le voir dans l'animation suivante, un gradient de protons dont l'énergie libre est utilisée pour convertir en une autre énergie libre, qui est la molécule, l'énergie libre des liaisons phosphates dans l'ATP. Donc, avec ce bilan synthétique où à partir d'une molécule de glucose, on produit 32 molécules d'ATP, c'est ça le bilan qu'on peut retenir. Voyons ici, donc là on a la glycolyse, peu importe les détails, hein, c'est un détail de ce que j'ai montré ici, il y a production nette de 2 molécules d'ATP. On convertit le pyruvate en acétyl-CoA, on rentre dans ce cycle qui produit ces molécules réductrices, d'accord ? Et par la chaîne respiratoire, ces molécules réductrices vont donner des électrons qui, par l'intermédiaire de ces molécules de la chaîne respiratoire remarquables, donc le transfert d'électrons dans la membrane, va être finalement accepté par l'oxygène. Et l'étape très importante, c'est que ces différentes étapes permettent à chaque fois le transfert de protons dans l'espace intermembranaire. Vous savez, dans la mitochondrie, il y a 2 membranes, une membrane interne extrêmement développée et une membrane externe. La membrane interne est extrêmement développée parce qu'elle permet d'augmenter la quantité d'une molécule cruciale qui est l'ATP synthase. C'est la dernière molécule de la chaîne respiratoire qui, alors que ce transfert d'électrons produit à chaque fois le transfert de protons à travers la membrane pour enrichir la concentration de protons dans l'espace intermembranaire, l'énergie libre de ce gradient de protons permet, en passant à travers l'ATP synthase, qui est un complexe moléculaire remarquable, une espèce de mini-turbine qui tourne à 100 Hz et qui, à chaque rotation, produit 3 molécules d'ATP. D'accord ? Et donc, on a une conversion énergétique du gradient de protons en production d'ATP. Voilà. Et c'est comme ça qu'à partir de ces 8 molécules d'NADH, 2 FADH2 pour un glucose, on va produire 24 ATP, 4 ATP. Alors, de façon chiffrée, c'est aussi intéressant. Ayant à l'esprit donc cette ultime conversion énergétique, l'ATP synthase, c'est une turbine qui tourne, 100 Hz. C'est la vitesse de rotation d'une turbine d'un avion.
très rapide, et à une rotation, 3 ATP sont produits. Donc en gros, si on veut respecter cet ordre de grandeur de 3 10 puissance 7 ATP par cellule par seconde, ça veut dire qu'il faut en gros qu'il y ait 100 000 ATP synthase par cellule. Ce qui est tout à fait cohérent, parce que soit vous raisonnez une centaine de mitochondries et 1000 ATP synthase, c'est tout à fait vraisemblable, ou 1000 et 1000, ou 1000 et 100, ou quelque chose entre les deux. Donc c'est un ordre de grandeur tout à fait cohérent. Donc on retombe bien sur nos pattes, le calcul est cohérent. En tout cas, il faut bien prendre conscience que quand on raisonne de façon très macroscopique sur un organisme, à la fin, c'est quand même important de voir ce qui se passe dans une cellule, parce que c'est vraiment cette production nette d'ATP à un rythme extrêmement important par cette ATP synthase, moyennant l'existence d'oxygène, qui permet cette production d'ATP nécessaire au maintien en vie de la cellule et à sa croissance. Oui. Alors, l'ATP synthase, elle est dans la membrane très développée à l'intérieur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut une membrane très développée. D'ailleurs, dans les cellules musculaires, où il y a un exercice mécanique extrêmement important, donc une demande ATP plus importante, les mitochondries ont une différenciation particulière qui augmente encore plus leur membrane interne. Donc, il y a une régulation également de la structure des mitochondries qui s'adapte en fait aux besoins d'augmenter la quantité d'ATP synthase et qui passe par un développement de la membrane interne. Donc c'est vraiment une organelle absolument remarquable. Alors de quelle façon la demande énergétique rétroagit sur la différenciation des mitochondries, c'est quelque chose qu'il faudra creuser. En tout cas, l'année prochaine, où on abordera les choses au niveau de l'énergétique et des problèmes de croissance et d'organisation au niveau cellulaire, qui sera vraiment l'objet du cours l'année prochaine, on reviendra sur ces questions-là de façon plus précise. On en profite pour poser... Aujourd'hui, on pose des questions. Pour moi, ça va sans le dire, mais c'est mieux de le dire. Il n'y a pas un mécanisme parallèle qui est la fermentation. Si, il y a un mécanisme parallèle de fermentation. En fait, j'en profite pour dire que, et c'est quelque chose de très important, le fonctionnement de ce cycle et la chaîne respiratoire est très positive parce qu'elle permet de produire de l'ATP. Mais elle a aussi un très très vilain défaut, c'est qu'elle produit des ROS, des ions superoxydes qui sont très toxiques et qui induisent le vieillissement cellulaire. C'est pourquoi l'accélération du métabolisme chez les petits organismes où les choses sont beaucoup plus rapides induit un vieillissement plus précoce et donc c'est pour ça que la durée de vie d'un organisme, grosso modo, est adaptée inversement proportionnelle à la vitesse de son métabolisme. Donc quand on n'a pas le combustible de départ, par exemple du glucose, et on va voir ça tout à l'heure, il importe crucialement pour la cellule d'arrêter l'entrée dans le cycle de Krebs, notamment cette bifurcation. Le pyruvate peut rentrer dans les processus différents ou alors rentrer dans les processus oxydatifs, dans conditions aérobies. Et donc il y a tout un métabolisme anaérobique extrêmement important sur lequel je n'avais pas prévu d'entrer, mais qui existe et qui sont des conditions adaptatives. Et il y a des cellules qui, dans les conditions d'hypoxie, par exemple les chondrocytes, hyperchondrocytes qui sont en phase de croissance très importante, dont j'avais parlé dans un cours précédent, ces chondrocytes en conditions d'hypoxie vont exprimer par l'intermédiaire de HIF, qui est le facteur dont je vais parler bientôt, une enzyme qui en fait empêche l'entrée dans la mitochondrie et qui induit un métabolisme par l'intermédiaire de la glycolyse et sans passer en des conditions hypoxiques. Donc oui, il y a des mécanismes de régulation qui évitent de produire des ions superoxydes toxiques pour la cellule et qui permettent de produire de l'ATP par d'autres moyens. Alors il y a d'autres aspects qui sont importants, c'est qu'en dehors de cet aspect quantitatif, important, un glucose 32 ATP, c'est beaucoup, il y a aussi un facteur aussi cinétique. C'est-à-dire que ce processus de production d'ATP par la glycolyse est à la fois peu efficace en termes de rendement d'utilisation du glucose, mais en revanche, il est assez rapide. Voilà. Donc il y a des conditions variables, la cellule peut s'adapter à des conditions extrêmement variées. Le point central que je voudrais souligner à ce stade, c'est que, bien sûr, on a besoin de métabolites, comme le glucose, dans l'exemple que j'ai cité, et également d'oxygène, comme accepteur d'électrons en bout de chaîne respiratoire. Mais il y a une grande différence entre les deux, c'est que les métabolites peuvent se stocker, et on va revoir cela tout à l'heure. Donc on peut les remettre à disposition de sorte qu'en condition de jeûne, on peut redistribuer le glucose, et heureusement, on n'est pas obligé de manger en permanence. La cellule, oui, mais l'organisme, non, parce qu'il y a du stockage. Par contre, l'oxygène, on ne peut pas le stocker. Il y a une quantité finie qui est proportionnelle au volume sanguin, à la quantité de globules rouges, d'hématies,
et de la quantité également d'hémoglobine dans ces globules rouges. On sait qu'il y a des conditions adaptatives. Quand on va à la montagne, on produit plus de globules rouges. Voilà, il y a des conditions adaptatives, mais néanmoins, l'oxygène ne peut pas se stocker. C'est quelque chose qui doit être utilisé rapidement. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'une anoxie produit en fait des dommages cellulaires extrêmement rapides. Vous connaissez les conséquences d'une anoxie cérébrale. En 1 minute, on peut avoir des dommages irréversibles sur certains neurones. Donc, ayons bien à l'esprit ces aspects quantitatifs de production d'énergie et le fait que c'est absolument nécessaire pour maintenir la survie des cellules et a fortiori leur croissance. Alors, à quoi sert cet ATP? Alors, principalement à la synthèse protéique. Quand on regarde dans une cellule, déjà la composition en protéines, c'est l'élément majeur dans une cellule lambda, qu'il s'agisse d'une cellule de levure ou d'une cellule humaine, de mammifère. La biomasse sèche d'une cellule est principalement constituée de protéines, la moitié en gros de sa biomasse. De surcroît, maintenant, quand on regarde la distribution fonctionnelle de ces différentes protéines dans différents types cellulaires, de bactéries, levures jusqu'à l'homme, les protéines en bleu, c'est tout ce qui concerne la synthèse protéique, ribosomes et le reste. Dans une cellule de mammifère, il y a à peu près 1 million de ribosomes, c'est beaucoup. Un ribosome, ça contient beaucoup d'ARN, bien sûr, mais aussi des protéines. Mais la glycolyse, vous voyez, alors chez la levure, c'est frappant, la glycolyse et les ribosomes, c'est largement plus de 50% du protéome. Alors, suivant les types cellulaires chez l'homme, évidemment, ça va varier. On peut voir évidemment le cytosquelette joue un rôle important, mais néanmoins, tout ce qui est bleu et orange joue un rôle très important. Donc, glycolyse, c'est tout à fait logique, c'est l'étape centrale pour la production d'ATP via le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire ou les autres voies qui ne sont pas détaillées ici. Néanmoins, donc la glycolyse et la synthèse protéique sont majeures. Alors, dans cette étude, dans cet article remarquable que je vous recommande, on voit une étude quantitative de la consommation d'ATP dans différents types cellulaires. Et vous avez la courbe en noir qui est en fait le besoin, la fraction. Alors, soit on regarde en haut la fraction totale de l'énergie par cellule, en échelle logarithmique, ou en bas, la conversion en nombre de molécules d'ATP. On peut voir, il y a une correspondance linéaire entre l'un et l'autre évidemment, on peut voir que le budget en termes de traduction en bleu, en gros, coïncide avec la valeur totale du budget énergétique, c'est-à-dire que la réplication, la transcription compte pour des cacahuètes. Donc en fait, l'essentiel, c'est la traduction qui occupe le budget énergétique d'une cellule dans des conditions de repos. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, elle maintient en fait ses organelles, il y a toute une dynamique interne extrêmement importante qui coûte de l'énergie, et notamment de renouveler le stock de protéines et de fabriquer des ribosomes. Alors, ayant à l'esprit l'idée que l'oxygène et les métabolites sont importants, et notamment le fait que l'oxygène ne peut pas se stocker, juste un petit clin d'œil intéressant, on sait que les organismes peuvent avoir des tailles extrêmement différentes. Il y a dans les traces de fossiles, et vous savez aussi que l'oxygène a une concentration qui à la surface de la Terre a varié beaucoup, et que ça a eu un impact vraisemblable sur certaines évolutions des micro-organismes, puis des organismes plus grands. Alors, il y a des données qui montrent une corrélation extrêmement forte entre ce qu'on appelle le gigantisme des insectes, qui correspond à une phase située autour de 300 millions d'années dans ces périodes bleues. Vous voyez ici la concentration d'oxygène, ici en pourcentage. Donc on est aujourd'hui, vous savez, à 21%. Vous voyez ici qu'on était monté jusqu'à peu près 30% d'oxygène dans l'atmosphère. Et c'est une phase qui correspond à ces fossiles qu'on a retrouvés, des insectes absolument gigantesques, des libellules qui faisaient 70 cm d'envergure, un peu comme des gros oiseaux. Et donc, il ne s'agit pas de dire que la taille des animaux, de tous les animaux, ni de tous les insectes à tous les temps est corrélée à l'oxygène. Évidemment non, parce qu'il y a des choses plus compliquées comme les prédateurs. Les oiseaux sont arrivés à ce moment-là. Donc même si on avait une oxygénation plus importante, ça n'a pas eu d'impact sur la taille des insectes. Mais à cette phase-là, le gigantisme des insectes a vraiment coïncidé avec une augmentation de l'oxygène. Et je vous renvoie à cet article qui fait une étude assez détaillée des différentes grandes tables de l'évolution des espèces en fonction de l'évolution de la réduction de l'oxygène, de l'augmentation d'autres phases. Alors, maintenant, des expériences permettent de montrer dans différents insectes l'impact de l'oxygène sur la taille. Alors, chez la drosophile, les conditions d'oxygénation normales donnent des organismes d'une taille particulière, femelle plus grosse que le mâle. Quand on augmente l'oxygène, on double la pression partielle,
on augmente à peine la taille. En revanche, lorsqu'on est en condition d'hypoxie, où on divise par 2 la pression partielle de l'oxygène, à ce moment-là, on a une réduction de la taille qui est quantifiée ici pour les femelles et pour les mâles. On peut voir aussi que la durée en fait, d'anoxie ou d'hypoxie, plus exactement pour les drosophiles, a un impact sur la croissance. Si elle est plus longue, à ce moment-là, là c'est plutôt dans des conditions où on était en conditions d'oxygénation plus importante, donc avec des organismes plus gros. Et, voilà. Alors, d'autres études ont été faites chez un autre insecte dont on a parlé, Manduca sexta. Cet insecte qui, dans des conditions où l'on augmente l'oxygénation, il y a une légère augmentation de la croissance, mais c'est surtout en hypoxie que l'on voit quasiment une réduction par 2 de la taille de l'organisme. Donc, l'oxygène ne peut pas se stocker, et il n'est pas surprenant qu'en réduisant l'oxygénation, la pression partielle en oxygène, cela a un impact direct sur la production d'ATP, et donc sur la synthèse protéique, et donc sur la croissance cellulaire, et donc sur la croissance de l'organisme. Il y a un effet extrêmement vigoureux, compréhensible. Alors, l'organisme est capable de détecter la concentration d'oxygène, et elle se fait par l'intermédiaire d'une voie de signalisation qui s'appelle la voie HIF, HIF, qui est une molécule. Alors en fait, il y a notamment cette forme HIF alpha qui a cette capacité de s'oxyder très facilement dans les conditions, d'une façon qui dépend de façon cruciale de la pression partielle en oxygène. Or, il y a des protéines en orange, PHD, peu importe leur nom, qui reconnaissent ces groupes OH sur IF alpha, et lorsqu'ils sont présents, induisent la dégradation par l'ubiquitination, dégradation protéasome de cette protéine. Et en absence, et en condition d'hypoxie, cette protéine IF n'est pas dégradée, elle va être transloquée dans le noyau et activer toute une série de gènes cibles qui vont être donc la réponse à l'hypoxie. Voilà. Donc on a ici, par l'intermédiaire de PHD, un senseur de l'oxygénation de IF, et la corrélation est directement la transcription de gènes cibles. Alors VEGF, par exemple, c'est des protéines qui induisent la vascularisation. Donc on va modifier la vascularisation dans les conditions où l'oxygène est varié chez les vertébrés. Alors chez la drosophile, donc les gènes qui régulent donc IF et PHD sont respectivement ces protéines SIMA et FGA. Quand on est dans un mutant SIMA, on n'a pas d'IF, on n'a pas de réponse à l'hypoxie. Donc, on s'attend dans ces conditions-là qu'on ait une surcroissance. Et inversement, lorsque l'on surexprime SIMA, on a une forme quantitativement active de l'induction des gènes d'hypoxie. Et on imagine dans ces conditions-là qu'en fait, on va réduire la croissance. L'organisme comprend qu'il y a moins d'oxygène, et donc il va réduire sa croissance. Et également, dans ce mutant FGA, SIMA est également constitutivement actif parce qu'en fait, il n'y a plus de mécanisme de reconnaissance des groupes OH. Donc, voyons les mutants de drosophile, effectivement, dans un mutant FGA qui active constitutivement SIMA. La croissance est plus petite pour la pupe, on peut le quantifier. Et lorsque l'on enlève le gène IF, qui est le gène induit en fait, en réponse à cette absence de FGA, effectivement, on restaure une croissance normale de l'organisme. Alors, au niveau cellulaire, c'est encore plus spectaculaire. Lorsque l'on induit l'expression de SIMA, donc de IF, qui active la voie d'hypoxie constitutivement, vous voyez que ces cellules ont une croissance beaucoup plus petite. Ici, il s'agit de cellules polyploïdes qui sont grosses avec un gros noyau, et vous voyez ici que ces cellules sont beaucoup plus petites. Donc la croissance cellulaire est directement induite par la détection de l'oxygène via ce facteur d'hypoxie qui s'appelle IF. D'autres gènes cibles, on comprend mieux même les mécanismes, agissent sur la croissance en jouant directement sur des inhibiteurs de TOR, à savoir TSC1, TSC2, par cet intermédiaire. Donc on comprend même le couplage directement avec la régulation des ribosomes par cette kinase S6K. Voilà, donc on connaît très bien cette régulation de l'oxygénation, de la détection de la pression partielle en oxygène et le couplage avec la voie de croissance universelle qui est la voie TOR qui induit la synthèse de ribosomes, entre autres. Alors, on va essayer de parler d'autres organismes que la drosophile, quoique ce n'est pas forcément un biais de ma part, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'études fonctionnelles qui ont été faites chez la drosophile. C'est des études corrélatives. Maintenant, on va passer de l'oxygène aux nutriments. On sait que ces nutriments peuvent être stockés. Maintenant, au cours de la vie d'organismes, alors ici, on a des êtres humains. C'est une personne qui s'est spécialisée dans la croissance des adolescents. Il y a un livre qui présente beaucoup de données. Et là, on peut trouver des données qui montrent la taille de différents enfants et adolescents
Donc ici on a les âges, ici on a les tailles, et on voit à travers, depuis 1910 jusqu'à 1950, on voit ici les deux guerres mondiales, et on voit très clairement que la croissance, la taille à ces différents âges a augmenté au cours du temps, lié en fait à des conditions, enfin c'est une explication, mais je pense largement acceptée. Une meilleure nutrition permet en fait une augmentation de la taille, et dans les conditions de limite de ressources alimentaires, ce qui est clairement le cas pendant les deux guerres mondiales, on voit qu'il y a une espèce de fluctuation de la taille moyenne de différents âges, et qui, de façon assez dramatique, et on le sait d'ailleurs par les gens qui étudient encore aujourd'hui en Afrique. Philippe Sansonetti, une personne qui peut beaucoup vous parler de ces choses-là, l'impact sur la microbiote. Il y a effectivement un impact direct de la nutrition d'une façon extrêmement complexe chez l'homme, auquel je ne suis pas rentré, aucun détail, sur la croissance. Mais en tout cas, elle montre qu'effectivement que les conditions d'apport de nourriture jouent un impact sur la taille d'enfants et d'adolescents à différents âges. Plus modestement, mais de façon assez dramatique chez la drosophile, voici les conditions normales de nutrition dans le laboratoire de drosophile, dans lesquelles on voit que si on dilue par 10 la quantité de levure, qui est la nourriture que l'on donne à ces mouches, à ce moment-là, la taille de ces organismes adultes est réduite. Donc, on voit bien que quand bien même il y a des éléments de stockage de nourriture, on va en parler maintenant, les conditions limites d'apport de nutriments peuvent, dans certaines conditions extrêmes, dilution par 10 c'est très fort, limiter la taille de l'adulte. Et inversement, il y a des insectes, j'en ai fait la couverture de ce cours, qui ont des caractéristiques secondaires majeures. Chez souvent les mâles qui ont ces caractéristiques secondaires majeures chez les insectes. Et ces mandibules, normalement, elles servent à manger, mais ici, c'est vraiment pour faire peur et faire le beau auprès de la femelle. C'est très important pour un succès évolutif. Et ces excroissances absolument ridicules, énormes, gigantesques, sont totalement dépendantes de la nourriture, dans la mesure où on voit ici donc, la forme de l'adulte, ici au cours du développement, les conditions de nutrition qui sont fortes ou faibles ont un impact direct sur à différents stades, larvaire de la pupe et la taille de la mandibule sur l'organisme. Donc c'est l'organisme entier, vous voyez ici la taille de l'organisme, un mâle nourri dans conditions faibles et fortement nourri, vous voyez à tous égards, l'organisme répond à la quantité nutritive. Alors ici, il s'agit d'une situation un peu particulière dans laquelle tous les organismes ne répondent pas autant à une augmentation de la nourriture. Par exemple, la drosophile, dans les conditions de laboratoire à 17 grammes par litre de levure, si on augmente, on ne va pas faire une mouche plus grosse. Voilà. Donc les situations évoluent suivant les organismes. Ayant donc à l'esprit la nécessité au niveau cellulaire de l'organisme de l'oxygène et des nutriments et l'impact visible, mesurable sur la croissance, essayons maintenant de réfléchir à ce modèle de distribution hiérarchique de l'énergie. Donc là, c'est le résumé du cours numéro 2 dans lequel on avait vu que le réseau autosimilaire fractal dans les animaux et dans les végétaux également contraint en fait l'apport d'énergie, étant donné l'invariance des terminaisons et la minimisation de l'énergie dissipée dans le réseau. En tout cas, c'était les éléments du modèle de West, celui qui explique le mieux cette fameuse loi de Kleiber dans laquelle le métabolisme basal de l'organisme est relié à la masse par une loi de puissance avec un coefficient 3/4. Alors, on peut transposer, en tout cas à titre partiellement hypothétique, donc voici sur ces différentes échelles d'organismes, de la petite musaraigne étrusque, le plus petit mammifère de 2 grammes, jusqu'au magnifique éléphant d'Afrique de 5 tonnes. Donc à travers de nombreux ordres de grandeur, on voit cette loi de Kleiber s'appliquer et explicable par cette théorie de Jeffrey West en partie. En tout cas, chez les mammifères, ça marche très très bien. Alors j'avais proposé que dans les organes, on puisse avoir le même raisonnement à l'échelle de l'organe, dans lequel les limites d'apport de l'énergie par rapport à la demande, je ne reviens pas sur tous les éléments qu'on a vus dans les cours précédents, pourrait induire une loi de Kleiber propre à chaque organe. On voit ici la vascularisation branchée hiérarchique dans un organe, comme ici le rein, et on peut reconstituer une loi de Kleiber propre à chaque organe avec des coefficients qui varient autour de 3/4 et qui, en faisant cette somme pondérée, permet de retrouver la loi de Kleiber pour l'ensemble de l'organisme. Alors le point central, et c'est pour cette raison que je rappelais ces éléments, c'est qu'en prenant en compte l'énergie, l'apport et la distribution de l'énergie, on peut se demander si il y a un élément de contrôle
une espèce de programme déterminisme qui a différentes échelles, l'échelle de l'organe et l'échelle de la cellule, finalement définissent un certain taux de croissance et de consommation énergétique, en fonction de la consommation énergétique. Et quand je dis déterminé, j'entends en fait spécifiquement un programme génétique. Par exemple, chez la drosophile, comme vous le savez peut-être, il y a les ailes antérieures. Normalement, les insectes, ils ont 2 paires d'ailes. Ils ont des ailes qui ont des tailles grosso modo identiques, mais chez les diptères, 2 ailes, ils ont en fait les ailes inférieures, les haltères qui sont tout petits. Et en fait, il y a un gène qui peut se muter et qui convertit ces haltères en ailes, qui fait ces mutations bithorax que vous avez peut-être vues, en tout cas on peut retrouver sur Internet, et qui montre qu'un seul gène est capable de convertir un programme de croissance d'une forme rudimentaire, une espèce d'avorton d'aile, en une aile totale. Donc il y a bien en fait des éléments génétiques qui déterminent la croissance et qui sont certainement reliés à ce que l'on a vu dans les cours précédents sur les feedbacks en termes de pattern et en termes de mécanique. Mais donc c'est cela que l'on a à l'esprit, quels sont les mécanismes qui déterminent l'arrêt de croissance aux différentes échelles de l'organe, mais considérons en fait même la demande énergétique au niveau de chaque cellule. Est-il possible par exemple que différents types cellulaires, en fonction des espèces, en fonction des organes, aient des besoins énergétiques différents, qu'en fait, les cellules ne soient pas toutes égales du point de vue de leur demande, en fonction de leur travail, en fonction de leurs caractéristiques différenciées, qui, en bout de chaîne, finalement, déterminent le besoin et le rythme de croissance. Donc, poussons l'argument jusqu'au bout en disant en faisant l'hypothèse que la demande énergétique au niveau cellulaire, en fin de cascade, est l'élément déterminant qui, en fait, va rythmer la consommation énergétique et le rythme de croissance. Alors, ça a été en partie étudié. Je vais vous donner le chiffre de 3 10 puissance moins 12 watts pour la puissance métabolique d'une cellule. Alors, ici, vous avez dans un article de Jeffrey West où ils étudient au niveau cellulaire. En fait, le calcul, ce qui est montré ici, donc la loi de Kleiber permet de retomber sur une loi de puissance dans laquelle le métabolisme basal cellulaire, maintenant, d'accord, c'est une loi de puissance au coefficient moins un quart de la masse de l'organisme. Ça se dirait directement en prenant le nombre de cellules. Voilà, c'est assez évident. Et donc, en connaissant, on a un ordre de grandeur du nombre de cellules d'un organisme, on peut maintenant retrouver cette courbe dans laquelle on va voir comment le métabolisme cellulaire basal scale avec la masse de l'organisme. D'accord ? Et en fait, on voit que, par exemple, chez l'homme, on est ici. C'est 3 10 puissance moins 12 watts, c'est ici. Vous voyez qu'on oscille, alors de façon asymptotique, lorsque l'on est vers des organismes de plus en plus petits, du style la musaraigne étrusque, d'accord, on arrive jusqu'à la cellule unique, en fait, à vrai dire, en extrapolation, on arriverait à une puissance métabolique qui est de l'ordre de 3 10 puissance moins 11 watts. Alors, c'est ce qu'on mesure, de fait, comme une constante dans les chémostats en culture de cellules. Donc là, les cellules sont sorties de leur contexte, elles sont plus soumises aux contraintes d'apport énergétique, on leur apporte ce qu'il faut et c'est en excès dans le milieu de culture. Donc là, on regarde maintenant cette puissance métabolique et on voit effectivement qu'elle est plus importante. Ça correspond à la condition limite maximale du métabolisme cellulaire. Donc ce qui ressort, c'est finalement ce qui semble contraindre, ou en tout cas limiter la puissance métabolique de cellules, c'est finalement l'apport énergétique. C'est l'argument central de West. Si jamais on en apporte plus, en fait, on est dans une distribution un peu plateau. La cellule, en fait, toutes les cellules semblent être à peu près égales. Alors c'est effectivement ce qui ressort dans une autre étude, cet article de Michael Lynch, Marinov, qui a été publié il y a quelques années, qui étudie en fait, dans un contexte tout à fait différent, une question d'évolution, en fait, le coût énergétique et les contraintes associées à l'évolution pour augmenter le nombre de gènes dans une cellule. D'accord ? Et en fait, ils en dérivent en fait 2 lois de puissance. Une loi de puissance qui relie la consommation énergétique nécessaire à la maintenance, d'accord, alors qui est ici divisée par un temps, parce qu'en fait, la maintenance est proportionnelle à la durée pendant laquelle on doit assurer la maintenance. D'accord ? Donc, si vous voulez avoir le coût énergétique, là, en fait, c'est des watts, rigoureusement. C'est des joules par seconde. Et donc, là, on a une loi de puissance. D'accord ? Et maintenant, par contre, on relie ici donc, en unité de nombre de molécules d'ATP par cellule, et on regarde en fonction du volume de la cellule, en micron-cubes. D'accord ? Pour former une nouvelle cellule, ça ne va pas dépendre de la durée, d'accord ? Ça dépend en fait essentiellement de la masse de cellule. Plus la cellule est grosse, plus il va falloir d'énergie pour en fait produire, faire croître cette cellule. C'est tout à fait logique, on voit cette loi de puissance. En fait, le coefficient est en gros 1, c'est géométrique, d'accord ? Mais maintenant, pour la maintenance de la cellule, maintenir une cellule en vie pendant 1 heure ou 1 seconde, ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que là, l'unité n'est pas la même, c'est des joules par seconde. Donc si on va voir en fait le coût énergétique de la croissance d'une cellule,
hein, ça va être la croissance au sens strict, d'accord? Et puis le coût de la maintenance, d'accord? Donc là, les unités, c'est des watts multipliés par un temps, donc on a bien des joules, d'accord? Et à partir de ça, on voit qu'en fonction d'une constante de temps, qui est chiffrée dans l'étude, on peut voir que dans la plupart des cas, le coût de la croissance proprement dite, ça, est dominant par rapport à ce qui est nécessaire pour maintenir en vie. Donc l'argument central ici, c'est de dire que pour faire croître une cellule, en général, et sauf si jamais on le fait pendant 1 milliard d'années, donc un temps très long, enfin c'est pas 1 milliard d'années, en tout cas un temps dont je n'ai plus la valeur à l'esprit, dans les conditions, la plupart des situations, en fait, le coût de la croissance est plus important que le coût de la maintenance pendant la durée d'un cycle cellulaire. Pendant la durée d'un cycle cellulaire. C'est ça la constante de temps qu'on se donne comme repère. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que la croissance coûte beaucoup d'énergie par rapport à la maintenance. D'accord ? Et donc, il importe que la cellule ait un apport suffisant. Et deuxièmement, l'élément central on a des types cellulaires très différents. En noir, ce sont des prokaryotes. En bleu, ce sont des eucaryotes. D'accord ? Et on voit que c'est essentiellement relié à la taille de la cellule. Mais on ne voit pas l'existence d'une loi de puissance dans laquelle on relie simplement au volume cellulaire indique qu'apparemment le type cellulaire, la différenciation cellulaire, sauf dans les cas extrêmement particuliers comme des neurones sans doute et des cellules musculaires, n'a pas d'importance. Ce qui joue un rôle important, c'est le volume de la cellule qui va impacter sur la consommation énergétique pour permettre sa propre croissance. Donc, ce que je serais tenté de vous suggérer à ce stade, c'est que oui, les cellules ont une demande énergétique très importante. Il y a d'un côté un besoin, une consommation énergétique qui, par la théorie de West et la loi de Kleiber, est essentiellement dépendante de la taille de l'organisme en raison des contraintes de distribution. Donc ce n'est pas la demande qui gouverne les choses, c'est plutôt l'apport. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que il ne semble pas qu'il y ait de caractéristiques différenciées qui modifient fondamentalement, sauf dans les cas extrêmes, neurones et cellules musculaires, la consommation énergétique. C'est plutôt quelque chose d'une espèce d'invariant qui scale directement à la masse de la cellule. D'accord ? Alors finalement, on en revient à se dire, est-ce qu'il y a des échelles intermédiaires dans lesquelles, dans ce réseau hiérarchique, y a-t-il une organisation de l'organisme qui contreviennent à l'idée d'une espèce d'organisation hiérarchique de la distribution énergétique. Alors on a des cas particuliers, mais intéressants, dans lesquels il semble qu'il y ait une compétition entre organes. Chez certains insectes, ceux mentionnés ici, on stocke de l'énergie pendant le stade larvaire, puis pendant la période de métamorphose, dans la pupe, on met à disposition cette énergie et l'utiliser pour les organes, le développement des ailes, des pattes. Et par exemple, dans des conditions qui sont modifiées par l'apport d'une hormone, peu importe les détails, on peut voir qu'il y a certains organes qui vont se développer. Donc c'est ceux qui sont indiqués en vert, comme les mandibules chez le mâle. Mais cela, ça va se faire au détriment d'autres organes, comme la taille de ces élytres, qui sont les ailes antérieures. Donc en fait, il semble qu'il y ait une espèce de compétition pour l'utilisation des ressources. On a un volume de nutriments qui est stocké, qui est limitant, et la surcroissance d'un organe va se faire au détriment de l'autre. Et on voit aussi ça de façon remarquable dans cette étude de ce spécialiste de Manduka Sextai qui a étudié les lépidoptères. Et ici, dans ce papillon, on voit que quand on coupe les ailes inférieures, alors une ou deux, on va affecter la croissance des ailes intérieures. En fait, quand on coupe deux ailes postérieures, les ailes antérieures sont plus grosses. Donc là, on est bien dans une situation où on a aussi une compétition pour l'allocation des ressources. Ce qui veut dire que finalement, l'existence de compétition entre organes indique que le système n'est pas totalement hiérarchique. Il y a un ajustement en fonction à un degré intermédiaire qui est par exemple celui des organes. Donc non seulement il semble qu'en bout de chaîne, les cellules ne soient pas l'élément déterminant de la croissance de l'organe, mais il y a des ajustements intermédiaires au niveau des différents organes. Donc voilà, je voulais que l'on suive ce raisonnement en termes de distribution, demande énergétique et l'existence d'une espèce de distribution hiérarchique de l'énergie. On voit dans un certain nombre de données qu'on ne puisse pas tout expliquer clairement en termes de besoins énergétiques des cellules, quand bien même c'est un élément important, et qu'il y ait des ajustements intermédiaires, notamment par les jeux de compétition. Alors plus précisément, et pour formuler différemment les choses, un modèle hiérarchique dira que la croissance est strictement autonome et gouvernée par des facteurs génétiques, le foie a un tel besoin, le rein a un tel autre besoin, le cœur, etc., ou au niveau des cellules. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'il y a des éléments régulatifs de la croissance, c'est-à-dire qu'à l'échelle des organes, par exemple, il y a des interactions interorganes qui vont ajuster la croissance d'un organe par rapport à l'autre.
Et si on réfléchit un tout petit peu, par exemple, au problème de la symétrie des organes, les reins, par exemple, les poumons, etc., ben, on voit bien que s'il n'y avait pas d'ajustement, on se demande comment il pourrait avoir une précision suffisante pour que les deux organes aient, en gros, un volume et une taille égales. Et on sait bien que cette question de symétrie est importante. Donc, on imagine intuitivement que les éléments d'ajustement intermédiaire sont importants, qui contreviennent à l'idée d'un modèle strictement hiérarchique et dans lequel les aspects d'auto-organisation vont être importants. Donc, voici, revenu sur ce paradigme de réflexion important d'un modèle déterministe hiérarchique modulaire à gauche et à droite d'un système auto-organisé avec des rétroactions. Donc, on va parler de ces rétroactions dans les aspects de régulation de la croissance. Voilà. Alors, il est intéressant de voir de façon à la fois expérimentale et aussi plus générale qu'il y a clairement des cas dans lesquels la croissance est strictement autonome. Si l'on, donc dans des études dans les années 60, si l'on fait une greffe de thymus dans des souris, si l'on met une greffe, en fait, on restaure, il y a une croissance de l'organe jusqu'à sa taille normale. Mais si on met plusieurs, en fait, si on fait plusieurs greffes, chaque organe va croître jusqu'à sa taille normale, de telle sorte qu'à la fin, on va avoir un volume plus important de thymus dans l'organisme qu'il devrait y en avoir. Si on fait la même expérience, mais maintenant en prenant un autre organe qui est la rate, si on a un seul organe précurseur, on va former une seule rate, mais si maintenant on a plusieurs fragments de rate, on va régénérer la rate jusqu'à une taille qui est moindre que celle de l'organe normal, de telle sorte que, grosso modo, le volume de l'ensemble des fragments de rate est égal au volume d'une rate normale. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, on a bien une régulation autonome, et dans ce cas-là, on a une régulation qui est plutôt de type dite régulative. C'est-à-dire que quelque chose reconnaît le volume total dans l'organisme, il y a une communication entre ces différentes parties qui permet de restaurer le volume total. On peut aussi penser à l'expérience d'ablation de précurseurs dans des systèmes qui se développent à partir de cellules souches, par exemple. On a un certain nombre d'organes qu'on a considérés selon ce schéma-là. Dans le cas d'un modèle de croissance strictement autonome, donc le modèle que l'on a ici, c'est les précurseurs qui donnent naissance à un certain nombre d'îlots qui vont croître, se différencier, donner naissance à cet organe théorique. Hein. Ce n'est pas un organe particulier à l'esprit. Si l'on ablate un des précurseurs, si la croissance est purement autonome, une régulation strictement autonome, à ce moment-là, on a un précurseur en moins, donc on a un organe plus petit. Si néanmoins on a une régulation du nombre de progéniteurs, c'est-à-dire qu'on en ablate un nouveau progéniteur se forme, de sorte qu'on va restaurer ces trois îlots et avoir un organe de taille normale. C'est une régulation très précoce au niveau des précurseurs, des progéniteurs. On peut aussi imaginer en fait un ajustement, une régulation, non pas en termes du nombre de précurseurs, mais de la croissance issue de ces précurseurs, de telle sorte que le volume à la fin est le même qu'au début, bien qu'il soit réparti à partir de 2 précurseurs et non 3. Donc on voit aussi des modalités diverses de régulation et qui toutes opèrent d'une façon ou d'une autre. Alors maintenant, on va rentrer dans un cycle d'études qui concerne essentiellement la drosophile, parce que c'est là que la dissection génétique et fonctionnelle a été la plus développée. Donc ici, on peut voir dans 2 organes différents, l'intestin et le corps gras, qui est l'équivalent chez les insectes du foie, organe de stockage, et on va voir d'autres choses. On voit ici un marquage Berdier qui voit en fait donc la croissance des cellules, la prolifération, donc liée à la croissance, lorsque l'on arrête l'apport d'acides aminés, donc dans les conditions de limite de ressources nutritives. On voit que dans ces 2 organes, qui sont des organes qui ont une certaine polyploïdie, avec de l'endoréplication, il y a un arrêt de la croissance. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans un autre organe, le cerveau, dans lequel on peut voir la prolifération des neuroblastes dans le système nerveux, après l'arrêt de l'apport de nutriments, donc ici d'acides aminés, on continue à avoir une prolifération cellulaire, même 7 jours après l'arrêt, après la carence de ces animaux. Ce qui veut dire que clairement, alors ce n'est pas un organe endoréplicatif, on a des progéniteurs dans un lignage. Et ce qui est remarquable, c'est que maintenant, si l'on fait maintenant un arrêt complet des conditions nutritives, donc à la fin, effectivement, il n'y a plus de croissance du tout, mais si on rapporte maintenant le sérum qui est issu de corps gras d'une larve qui a été bien nourrie, d'accord, à ce moment-là, on restaure la croissance, suggérant que le corps gras est responsable d'un signal, d'accord, qui est distribué. Alors, il faut voir qu'une larve, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un sac avec de l'hémolymphe, de la flotte, avec des substances, et des organes qui baignent dedans. Donc c'est très simple. Et puis des trachées qui apportent l'oxygène.
Donc en fait, l'hémolymphe, dont on va pas mal parler, c'est le liquide qui correspond au sang dans lequel on apporte tous les nutriments. D'accord ? Et lorsque donc, ce corps gras est capable d'apporter une activité qui est capable de restaurer la croissance dans cet organe, et donc cela suggérait à l'époque qu'il y a une régulation systémique qui passe par la médiation du corps gras pour certains organes. Alors en allant un peu plus loin et en utilisant maintenant, et ça ce sont les outils de la génétique de la drosophile, on peut spécifiquement inactiver des gènes dans certains organes. Alors là c'est un premier outil qui n'est pas l'outil le plus spécifique mais qui déjà donnait un indice lorsque l'on inhibe la voie PI3 kinase. Vous vous souvenez, cette voie de PI3 kinase, c'est une voie qui est directement reliée à l'activation de la voie TOR et donc de la croissance cellulaire et tissulaire. Lorsque l'on inhibe cette voie PI3 kinase, on forme des organismes plus petits, on l'avait déjà vu, mais ce qui est remarquable, c'est quand on le fait, alors c'est ce qu'on voit ici, hein, l'inactivation globale de la voie PI3 kinase par différents outils, hein, on fait des larves beaucoup plus petites. Mais lorsque l'on inhibe maintenant spécifiquement dans le corps gras, cet organe, on a également des organismes plus petits. Au niveau cellulaire, des clones qui surexpriment ces inhibiteurs de la croissance, PI3 kinase, de la voie PI3 kinase, on voit qu'on a des cellules qui sont beaucoup plus petites ici par rapport à leurs cellules contrôle autour. Donc là, l'élément non trivial, c'est le fait que ce soit par une espèce de régulation systémique, vu que ça passe par le corps gras. Donc là, on n'a inactivé que dans un organe. Voilà. Alors, on peut suivre l'activité PI3 kinase, on en avait parlé, en suivant un senseur qui détecte la concentration de PIP3, et on peut voir que dans les animaux qui n'ont pas été nourris, à la fois dans l'épiderme endoréplicatif et dans le corps gras, il y a une réduction de l'activité PI3 kinase, et lorsque l'on renourrit les larves, à ce moment-là, on restaure l'activité PI3 kinase. Donc finalement, il y a une corrélation directe entre nourriture, apport, et puis activité PI3 kinase dans les différents organes. Et on peut voir ici qu'on peut restaurer même l'activité PI3 kinase en surexprimant un composant de la voie, quand bien même on est dans les conditions de carence alimentaire. D'accord ? Donc là, ça permet de relier carence alimentaire et activité de la voie PI3 kinase. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est que maintenant on peut regarder donc l'impact de l'activation clonale de la voie PI3 kinase dans les cellules du ici corps gras. Donc on voit ces cellules, donc cet organe qui, quand il inhibe la voie PI3 kinase, induit une perte de croissance de l'ensemble de l'organisme. Les cellules de ce corps gras, lorsque l'on active maintenant la voie PI3 kinase, vont accumuler, en fait on voit ici dans cette image, un contraste plus important qui correspond en fait à la densité plus importante en granules de stockage, qui correspond en fait à un output en fait de la voie de croissance cellulaire. Et on voit ici que ces cellules qui activent le récepteur insuline ou des composants de la voie PI3 kinase vont en fait accumuler des éléments de croissance qui indiquent une croissance cellulaire accrue. Donc cette étude indique clairement qu'il y a une espèce de médiation par le corps gras de la croissance de l'organisme. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder de façon différente le problème en jouant sur l'apport direct en acides aminés dans l'organisme. Les acides aminés, il était connu qu'au niveau cellulaire, une carence en acides aminés induit directement par un mécanisme de mesure de la concentration d'acides aminés l'arrêt de la traduction cellulaire. Cela se fait par l'induction d'un répresseur de ce facteur d'initiation de la traduction IF4E et par la régulation aussi des éléments de la voie TOR en aval. Donc ça, c'est extrêmement connu au niveau cellulaire. Mais ce que cette étude va montrer, c'est quelque chose qui impacte directement maintenant sur la régulation systémique de l'organisme. Lorsque l'on mute donc un gène qui est une perméase à acides aminés, appelé SlimFast, dans un mutant de cet organisme, la croissance est réduite. On peut voir ici le poids de l'adulte, le poids ou la taille de différents organes, ou l'air mesuré. Et effectivement, il s'agit d'une perméase d'acide aminé dans des cellules en culture. On peut voir que l'import d'arginine, qui est un acide aminé qu'on peut mesurer, augmente alors que l'on augmente l'expression de ce gène, de cette perméase d'acide aminé, et qui est réduite lorsque l'on inhibe ce gène. Donc ici, on a un gène qui est une perméase d'acide aminé qui joue directement sur la croissance de l'organisme. Donc là, on a quelque chose d'assez cohérent avec tout ce qu'on a vu, c'est que quand on n'a pas assez de nourriture, on a des animaux plus petits. Question de savoir si jamais cet effet est purement cellule autonome, c'est que chaque cellule mesure son propre concentration d'acides aminés et va croître, ou est-ce qu'on a une régulation plus globale? Alors déjà, lorsqu'on regarde différentes cellules de l'organisme, on voit effectivement les signes lorsque l'on est mutant pour cette perméase d'acide aminé
on va avoir en fait une augmentation des granules de stockage, qui est le signe en fait d'une une augmentation des granules de stockage. Et quand on inhibe la voie PI3 kinase en exprimant par exemple PTEN, qui est un inhibiteur de la voie PI3 kinase, on a un effet grosso modo équivalent, ou alors lorsqu'on surexprime ces inhibiteurs de la voie TOR, TSC1. Donc on a une espèce de parallèle au niveau cellulaire entre carence en acide aminé apportée par un mutant pour cette perméase acide aminé et l'inhibition de la voie PI3 kinase et la voie TOR. Et encore, pas simplement au niveau cellulaire, mais au niveau maintenant du tissu, lorsque l'on inhibe cette perméase, on a des organes plus petits. Mais on en vient finalement au cœur de cette étude, qui est de démontrer que lorsque l'on inhibe spécifiquement dans le corps gras cette perméase acide aminé, à ce moment-là, on induit une réduction de la taille de la croissance et de la taille de cet organisme, et on voit l'effet même chez l'adulte, qu'on peut voir ici. Donc, l'impact de cette perméase acide aminé n'est pas simplement dans toutes les cellules par une mesure directe, mais par un relais via le corps gras. Et on peut même, de façon plus générale, inhiber dans le corps gras pas simplement la perméase acide aminé, mais également la voie TOR ou la voie PTEN par différents outils génétiques. Et dans tous les cas, on va avoir une réduction de la taille de l'ensemble de l'organisme. Donc ces données établissent de façon très claire le fait qu'il y a une espèce de mécanisme de mesure, un sensor de la concentration d'acide aminé dans l'hémolymphe qui va être mesuré par le corps gras et qui va avoir maintenant un impact sur l'ensemble de l'organisme. Alors, de façon plus précise, et en regardant maintenant la voie PI3 kinase dans des organes, j'allais dire périphériques, ceux qui sont en croissance, donc à la fois l'épiderme endoréplicatif et les disques imaginaux, dont on a parlé ces derniers cours. Dans les conditions contrales, on peut suivre ici la voie PI3 kinase par ce marqueur vert qui est la concentration qui est directement liée à la concentration de PIP3. Lorsque l'on inhibe dans le corps gras la perméase acide aminé, on réduit l'activité PI3 kinase drastiquement dans l'épiderme endoréplicatif, un peu dans les disques imaginaux. Alors, c'est très différent de ce qui se passe lorsque l'on inhibe la voie PI3 kinase dans le corps gras, où là, évidemment, on réduit la voie PI3 kinase directement ici. Mais on n'a pas d'impact, en fait, sur l'épiderme endoréplicatif ou le disque imaginal. Donc là, on a un phénomène purement autonome, et là, on a un effet, en fait, non autonome, régulatif, qui indique, en fait, la régulation par le corps gras de la croissance de l'ensemble de l'organisme. Voilà qui résume de façon graphique les choses. On a une carence en acide aminé qui est induite par la mesure d'acide aminé dans le corps gras, une régulation de la voie PI3 kinase dans l'ensemble des tissus périphériques, et donc qui va réguler leur croissance. Donc il y a un relais hormonal au niveau de l'organisme. Donc voilà déjà qui indique que ce n'est pas simplement une vision hiérarchique, en tout cas où chaque cellule par organe mesure ses besoins, l'apport nutritif et ajuste sa croissance en fonction. Il y a une espèce de relais dans l'ensemble de l'organisme par l'intermédiaire de cet organe qui s'appelle le corps gras. Alors, intéressant de voir qu'au terme de ces études chez la drosophile, il y a en fait un grand parallèle avec ce qui se passe chez les vertébrés. Une mouche est certes très différente d'un être humain, mais on peut voir déjà une certaine correspondance entre certains organes, et ce n'est pas tout à fait surprenant. Les organes importants pour nous vont être l'intestin, le corps gras qui a son équivalent qui va être le foie, et puis le cerveau. Alors, en particulier, d'une façon très macroscopique, l'intestin apporte les nutriments qui sont, et par l'intermédiaire de l'hémolymphe chez les insectes et du sang chez les vertébrés, on a en fait un sensing de toute une série de choses, dont les acides aminés, et qui en fait envoie maintenant des signaux en bleu de façon à tous les tissus périphériques dans des conditions saines, mais également dans les conditions tumorales, aussi bien chez les insectes que chez les vertébrés. Donc, très important de voir en fait que ces notions vues chez la drosophile opèrent également chez les vertébrés, l'idée d'un espèce de senseur hiérarchique pour l'ensemble de l'organisme. Alors voyons maintenant plus avant de quelle façon en fait ce relais hormonal opère pour réguler la croissance de l'ensemble de l'organisme. Et on va voir qu'un élément central, tout à fait inattendu dans ce processus, c'est le cerveau. En fait, il y a une médiation neuronale extrêmement importante. Alors, pour voir les choses, voilà un cerveau de la drosophile, et on voit ici, en vert, des neurones qui sont sécréteurs d'insuline. Alors, c'est des insulines, on les appelle insulin-like peptides, et comme ils viennent chez la drosophile, il y a un D devant, donc DILP. Alors, il y a des DILP de toutes les couleurs, et là, ça va être DILP2 qui va être marqué. Dans les conditions nutritives, DILP2
n'est pas détecté dans ces cellules parce que alors qu'il est produit, il est sécrété, donc à l'équilibre, on ne voit pas en fait, la molécule stockée dans la cellule. Par contre, dans les conditions de carence alimentaire, DIP2, l'insuline n'est plus produite, elle se détecte donc dans ces cellules et on peut mesurer sa concentration accrue. Donc ça, c'est un mode expérimental qui est utilisé dans beaucoup d'études, qui permet de mesurer en fait l'impact de différentes conditions sur la production d'insuline dans ces cellules, qui elle, alors l'insuline, vous savez, hein, c'est une voie ce sont des molécules qui vont activer la voie PI3 kinase de façon périphérique. Donc finalement, là, on imagine qu'on touche quelques neurones qui vont avoir un rôle systémique important sur la croissance. Et effectivement, lorsque tous les DILP, il y a beaucoup de DILP qui sont produits dans ces neurones, lorsqu'on les inhibe, on peut jouer sur la croissance de l'ensemble de l'organisme. Et en particulier ici, cette expérience où on inhibe le senseur d'acide aminé dans le corps gras, on voit que la sécrétion d'insuline dans les cellules du cerveau, dans ces cellules productrices d'insuline du cerveau, est bloquée. Donc là, on a en fait un effet direct de l'activité, enfin direct ou indirect, mais en tout cas un effet mesurable de l'activité du corps gras sur la production d'insuline dans le cerveau. Donc on peut représenter les choses de façon schématique. On a une larve, hein. Les choses importantes, ça va être son cerveau et son corps gras à ce stade. Et puis on peut rajouter les disques imaginaux qui sont les tissus périphériques dont la croissance nous importe. Quoique la larve aussi nous importe vu que c'est le réceptacle dans lequel cette croissance se produit. Et donc, il y a toute une série de signaux, je vais en préciser un et après faire une synthèse, qui indiquent que finalement, à partir de la mesure, le sensing d'aminoacides et l'activation de la voie TOR dans le corps gras, il y a des voies qui parlent pour produire de l'insuline dans ces cellules du cerveau. Et en particulier, comme on va le voir, une voie GPCR activée par un ligand produit par le corps gras. Donc voilà les expériences très simples, où en utilisant la puissance des outils de la génétique chez la drosophile, on peut spécifiquement inhiber un récepteur qui est un GPCR dans les cellules productrices d'insuline dans le cerveau. Donc ici, on va simplement muter un GPCR ici, et on voit qu'il y a une croissance réduite de ces animaux. On peut inversement, et on voit de façon corrélative, que la production d'insuline dans ces cerveaux, que la sécrétion d'insuline est inhibée, vu qu'il y a une accumulation d'insuline dans ces cellules. On peut maintenant toucher le ligand, mais maintenant on va le bloquer dans le corps gras spécifiquement, dans les conditions où l'animal, on peut bloquer la production du ligand, et à ce moment-là, il y a une croissance réduite et une accumulation d'insuline dans les cellules productrices d'insuline du cerveau. Donc on voit ici le ligand et son récepteur qui, par l'intermédiaire de l'hémolymphe, permettent l'activation de l'insuline et donc de la croissance systémique. Alors, voilà une expérience qui montre même qu'il y a une espèce de médiation par l'hémolymphe dans ce processus. L'expérience consiste à regarder dans les conditions nutritives normales, il n'y a pas d'insuline. Alors en fait, le dispositif expérimental est que l'on prend de l'hémolymphe d'animaux qui ont été nourris ou pas nourris, en carence alimentaire ou non, et l'on met en présence de cerveaux dont on va changer le génotype. En fait, on peut modifier telle ou telle activité génétique. Et lorsque l'on prend de l'hémolymphe de larves bien nourries et qu'on met en présence d'un cerveau normal, eh ben, on l'a vu, l'insuline est sécrétée, on ne la détecte pas dans ces cellules productrices d'insuline. Si en revanche, dans les mêmes conditions, on a de l'hémolymphe de larves carencées, l'insuline n'est pas produite, et donc elle s'accumule, on la détecte. D'accord ? Ce qui est remarquable maintenant, c'est que si dans les mêmes conditions, maintenant, on inhibe le GPCR dans les cellules productrices d'insuline, quand bien même la larve est on met en présence d'une hémolymphe de larve bien nourrie, l'insuline n'est pas sécrétée, elle s'accumule. Donc finalement, là, on a la démonstration qu'il y a une espèce de médiation par l'hémolymphe. Et réciproquement, on peut utiliser dans cette expérience une inactivation du ligand, d'accord, dans le corps gras. On peut montrer que quand bien même on apporte de l'hémolymphe d'une larve bien nourrie, l'inhibition de SUN stunted dans le corps gras va en fait bloquer la production d'insuline dans dans le cerveau de cette larve. Et donc on arrive bien à cette notion que la communication entre cet organe et cet organe-ci par l'intermédiaire de ce ligand produit par ces cellules-là et d'un récepteur exprimé et produit dans ce cerveau, et se fait par la médiation de l'hémolymphe, qui est ce liquide qui est l'équivalent chez les insectes du système sanguin. On peut montrer également que la concentration de stunted est directement corrélée en fait, à la carence. Dans les conditions de carence, ce ligand est moins produit, et donc ainsi qu'il y a un impact direct de la carence en acide aminé par la voie TOR dans la production, la concentration du ligand. Alors il se trouve que il y a des voies positives, il y a aussi des voies négatives. Sans rentrer dans les détails, on peut, et j'en souligne une,
il y a une voie qui correspond à TNF-alpha chez les vertébrés, qui joue sur un récepteur TNF-alpha dans le cerveau, dont on voit ici l'expression, hein, et qui correspond en fait à ces cellules productrices d'insuline, marquées ici par DILP2 en vert. Et dans les conditions de carence alimentaire, il y a une croissance, comme on l'a vu, qui est réduite. Si maintenant on inhibe spécifiquement dans le corps gras TNF-alpha, donc le ligand, donc si on inhibe ici la production de TNF dans les conditions d'un animal carencé, on a curieusement des animaux plus gros. C'est bien qu'on a ici un facteur qui inhibe la croissance, ou autrement dit que dans les situations de carence, ce signal est produit et envoie un signal au cerveau, on arrête de croître. Maintenant, quand on enlève ce signal, le cerveau ne sait plus qu'il y a un signal qui lui dit on arrête de croître et il se remet à croître de façon plus importante. Donc ce qui est remarquable, vous voyez, c'est qu'au début, on avait tout un argumentaire hiérarchique dans lequel on se disait la cellule fait sa mesure, elle va croître, et si jamais il n'y a plus un apport suffisant, on s'arrête de croître. Et bien là, on voit ici que c'est plus compliqué. Il y a un relais qui mesure la condition, les concentrations de nutriments et qui envoie des signaux à la fois positifs et négatifs pour informer via le cerveau des conditions de production d'insuline qui vont rétroagir sur l'ensemble des tissus périphériques et instruire sur la croissance nécessaire à ce moment-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'introduction, il importe de ne pas toujours activer le cycle de Krebs et la production d'ATP si on n'a pas de nutriments. Parce que si on fait cela, on ne va pas pouvoir produire d'ATP, mais par contre, on va produire des ROS qui vont assurer le vieillissement cellulaire. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de mesure systémique dans l'organisme des conditions nutritives pour ou non activer certaines voies de régulation. Alors, ce n'est pas simplement un type de neurone qui joue un rôle important, on va avoir un certain nombre de neurones. Il y a des neurones qui contactent ces neurones productrices d'insuline, qui ont en fait une action inhibitrice sur eux, et ils reçoivent du corps gras eux-mêmes un signal inhibiteur. Ce ligand en fait reconnaît dans le cerveau sur ces neurones, ICN, un récepteur EGF qui va inhiber l'activité inhibitrice de ces neurones sur les neurones productrices d'insuline. Donc, inhibition d'inhibition, en fait, c'est une activation qui permet la production d'insuline dans les conditions normales et l'arrêt de la production d'insuline dans les conditions de carence en acides aminés. Alors, ça, ce n'est pas pour détailler les choses, c'est simplement pour montrer que je vous ai montré un signal positif, un signal négatif. Malheureusement, il y a beaucoup de signaux. Alors, ainsi est la vie. C'est compliqué, mais je pense que c'est important d'avoir au moins une vision d'ensemble des aspects de régulation. Si c'est si compliqué, c'est qu'on voit bien que en fait, ce n'est pas simplement la mesure d'arginine qui importe dans une cellule. C'est de voir en fait, la subtilité de toutes les conditions de choses qui sont mesurées par la larve en termes de carence en acides aminés, en termes de différents types d'acides aminés, de ce qu'elle peut produire, de ce qu'elle doit synthétiser, etc. Le métabolisme est très complexe. Mais cela rétroagit d'une façon très multiples sur la production d'insuline, qu'on peut voir comme un élément absolument central dans la régulation de la croissance, parce que les insulines, les DILP, rétroagissent sur la croissance de tous les organes périphériques, et on l'a vu par la mesure d'activité PI3 kinase dans ces organes. Alors, on a vu jusqu'à présent les aspects de croissance médiés par cette relais intermédiaire qui est le foie des insectes, le foie chez les vertébrés qui est donc le corps gras, l'activité centrale de quelques neurones dans le cerveau qui produisent de l'insuline. Mais maintenant, comme vous le savez peut-être, un insecte ne fait pas que croître. Il y a un moment, il s'arrête de croître et il va faire ce qui correspond à la puberté chez les vertébrés. Il va se transformer en beau papillon. Ou si c'est un papillon ou une mouche, cette période de métamorphose correspond à une phase dans laquelle il y a toujours la croissance, à vrai dire, mais il y a surtout des changements morphogénétiques. Donc, pendant la phase de la larve, on a les disques imaginaux qui croissent. On commence avec 50 cellules, on finit avec 50 000. Puis il y a un changement de forme important, d'autres éléments de croissance beaucoup moins bien étudiés. Et à la fin, on a cette magnifique mouche ou un papillon, etc. Et donc, on a deux événements conjoints. On a un élément graduel de croissance qui nous occupe. Et puis, on a une transition développementale qui doit être ajustée temporellement au bon moment. Si jamais on avait un processus qui découplait ces deux processus, quelque chose qui découplait ces deux processus, de sorte que, par exemple, un signal de transition développementale arrivait trop tôt, ici, eh bien, on aurait alors là, dans la graphe, on a des taux de croissance différents. Donc, peu importe, on aura un organe d'une taille normale. Et imagine que dans cette courbe de croissance continue d'une telle valeur, on a un arrêt, une transition développementale plus tôt, on en aurait un organisme plus petit.
Et on va voir que ça peut se produire en jouant sur d'autres types d'hormones. Donc là, la question que l'on va se poser, c'est comment on ajuste un élément de croissance volumétrique ou massique et en fait un processus discontinu qui est une transition développementale vers un phénomène de différenciation, de morphogénèse stricto sensu. Alors, il y a des hormones. Alors, au début, on croyait que c'était bon, que des hormones d'insectes, mais en fait, elles ont des analogies avec les hormones de vertébrés. Ce sont des hormones stéroïdes. La plus connue, c'est l'ecdysone. Alors, l'élément actif, c'est l'hydroxyecdysone, une forme en fait hydroxylée de l'ecdysone, qui est une hormone qui assure les transitions développementales, qui régule la croissance, et dont on voit ici de façon qualitative l'évolution de la concentration au cours des différents stades de la vie de la drosophile. Alors vous voyez qu'elle a notamment des pics qui correspondent à certaines transitions développementales de stades larvaires. Il y a 3 stades chez la drosophile, jusqu'à 5 ou 6 chez les papillons. D'accord ? Et une autre hormone également importante, qui est l'hormone juvénile, qui maintient l'état juvénile de la larve. En fait, tant qu'elle existe, on a de la croissance, des transitions de mue larvaire, et quand on devient une pupe, il n'y a plus de cette hormone juvénile, qui est donc une caractéristique juvénile. Donc c'est l'action conjuguée de ces deux hormones qui va jouer un rôle important dans ces transitions développementales. Elles sont toutes les deux produites par ce petit organe proche du cerveau qu'on appelle le ring gland, la glande anneau, enfin une petite glande qui est proche du cerveau. Et on a deux structures à l'intérieur. On a un qu'on appelle la glande prothoracique et l'autre corpora lata en bleu. Alors, on va parler en fait de régulation. La question que j'en pose, c'est finalement, on veut savoir comment la croissance va parler avec la transition développementale. Quel est le dialogue entre ces deux processus? Et les éléments que l'on a à l'esprit, vous vous souvenez, c'est le corps gras, le cerveau, et puis les organes en croissance, les disques imaginaux. Et tous deux sont dans un circuit où il y en a un sensing au niveau du corps gras qui envoie un signal au cerveau qui parle aux disques imaginaux. Mais en fait, ce sont les disques imaginaux qui nous ont occupés dans les derniers cours dont on a vu les mécanismes de croissance autonomes avec des feedbacks mécaniques et de patterning qui doivent à un moment, on imagine, instruire tout ce réseau. On arrête de croître parce qu'on a la bonne taille. Alors il se trouve qu'une étude assez ancienne avait pointé du doigt, en tout cas émis l'hypothèse qu'il y a un tel dialogue. C'est une étude dans laquelle l'auteur, Pat Simpson, avait induit une mutation thermosensible qui induisait la létalité cellulaire. Et en fait, elle avait observé que quand elle faisait des lésions dans les disques imaginaux, plus grande était la lésion, plus grande était le retard développemental. En gros, l'organisme faisait une pupe plus tard, parce qu'en fait, il y avait une lésion, il fallait la réparer. Et la relation linéaire entre étendue de la lésion et étendue du retard l'avait amené à proposer, ce qui en fait est vrai, on va le voir, que l'organisme que les organes, les disques imaginaux, sont capables d'envoyer, là dans les conditions anormales de perturbation de lésion, un signal qui instruit le système central, corps gras et cerveau, de l'arrêt de la croissance pour assurer cette transition développementale. Alors, on va revenir maintenant finalement aux pièces du puzzle dans cette régulation systémique, corps gras, cerveau. On a vu ces signaux positifs, négatifs, peu importe leur nom, il y en a beaucoup. Mais maintenant, on va regarder, en plus de ce qui régule le taux de croissance, qui sont les insulines, vraiment les hormones de la transition développementale, qui sont en particulier ecdysone, produits par la glande prothoracique. Et là, une expérience avait montré une espèce de rétroaction inattendue. On peut expérimentalement activer la voie PI3 kinase dans la glande prothoracique, qui fait qu'une glande plus grosse, ou si on inhibe la voie PI3 kinase, on fait une glande plus petite. Et ce qu'on a observé, c'est que quand on inhibe la voie PI3 kinase dans cette glande, on a un organisme plus gros. C'est très curieux, parce qu'en fait, l'organisme est plus gros alors que la glande est plus petite. Ça veut dire que cette glande envoie un signal négatif sur l'ensemble de l'organisme. Et c'est effectivement le cas. On peut regarder plus précisément que l'activation dans cette glande prothoracique de la voie PI3 kinase, en fait, dans le corps gras, a l'effet inverse. Elle va induire un facteur qui s'appelle FOXO, qui est inhibiteur de la voie PI3 kinase. Et la médiation de ce processus, de cette rétroaction négative, c'est l'ecdysone. Lorsque l'on fait un clone de cellules mutantes pour l'ecdysone, récepteur à l'ecdysone dans le corps gras, et bien, en fait, on a une inhibition de FOXO, qui est ce facteur qui inhibe la voie PI3 kinase. Et corrélativement, lorsque l'on inhibe dans la glande prothoracique l'ecdysone, le récepteur, non, là c'est le récepteur à l'ecdysone, je ne sais plus, là je passe.
Peu importe. Le point important, c'est qu'ici, on a un effet inattendu, que la croissance de la glande prothoracique via la voie PI3 kinase sur l'ensemble de la croissance de l'organisme. Donc on a une situation où en fait, l'ecdysone rétroagit directement sur la croissance du corps gras. Donc on n'est pas simplement dans un circuit où on sent les acides aminés, on régule le taux de croissance, on joue aussi sur la transition développementale. Donc on peut imaginer que l'organisme sent un certain état de croissance et va envoyer un signal instructif qui dit on arrête de croître et tout s'arrête, on a la transition développementale. D'autres neurones sont impliqués dans ce processus. Alors, je souligne en particulier les neurones maintenant qui vont stimuler la production d'ecdysone dans cette glande qui s'appelle les neurones PTTH qui produisent qui a une activité d'innervation directe dans le cerveau. Et lorsque l'on ablate ces neurones, on a des organismes plus gros aux différents stades de développement, ce qui est bien cohérent avec ce qu'on a vu précisément avant, à savoir que l'ecdysone produite par cette glande a un signal de rétroaction négative qui arrête la croissance. Donc lorsqu'on ablate ces neurones, l'ecdysone n'est plus produite et donc on a une augmentation, un retard de la transition développementale et une croissance qui continue, donnant naissance à des organismes plus gros. Donc voilà, représenter différemment les choses. L'activité insuline dans les neurones productrices d'insuline du cerveau ont une action systémique et en particulier sur la ring gland qui est juste à côté, qui induisent la production d'ecdysone qui peut rétroagir à forte dose sur l'arrêt de la croissance. Donc une forte dose d'ecdysone va arrêter la croissance de l'organisme. Je vous ai parlé de cette autre hormone, JH, l'hormone juvénile. Elle semble qu'elle joue un rôle intermédiaire dans ce processus, vu que quand on a des productions d'hormones JH importantes dans cette glande, on n'a pas d'effet sur la transition, le timing de la transition développementale. En revanche, on a un effet sur la taille de l'organisme au bout. L'organisme est plus gros parce qu'en fait, on va inhiber l'ecdysone. D'accord ? Donc, on a ici une espèce de régulation en cascade par ces différentes hormones. Et puisque j'ai parlé maintenant de régulation du timing de développement et du taux de croissance, en ayant vu les deux types de neurones qui sont impliqués, les neurones PTTH qui vont réguler l'ecdysone dans la glande prothoracique, et puis les neurones producteurs d'insuline dans le cerveau, il s'avère qu'il existe des neurones qui coordonnent vraisemblablement leurs activités. Ces neurones, ASTA, en fait, produisent un ligand, ASTA, qui agit sur un récepteur, un GPCR, qui va d'un côté jouer sur la production de stéroïdes, donc sur la transition développementale, et de l'autre sur les neurones producteurs d'insuline qui vont jouer sur le taux de croissance. On connaît mal en fait les activités de coordination à ce stade-là. Il existe des neurones qui en fait ont des synapses avec les deux, indiquant une régulation sans doute conjointe. On ne connaît rien des neurones qui activent en amont celui-ci, mais on imagine un signal qui, par exemple, viendrait par exemple des disques imaginaux, qui joueraient à ce niveau-là. Ce qui est remarquable, c'est que chez les vertébrés, en fait, il existe des neurones qui ont des similitudes en termes, de production de ligands et de récepteurs, KISS est le récepteur correspondant, qui jouent sur, maintenant, alors ce ne sont pas les mêmes hormones, GnRH, qui jouent sur la glande pituitaire et la production de stéroïdes. Donc, il y a une espèce ce parallélisme suggère en fait le caractère ancestral de ces modes de régulation systémique qui passent par un relais non seulement du corps gras foie, mais également central par l'intermédiaire de réseaux de neurones. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus sur les réseaux de neurones impliqués, en tout cas pas beaucoup plus, mais pour dire que vraiment c'est un domaine extrêmement émergent. Beaucoup des articles dont j'ai parlé sont des articles récents qui montrent l'importance en fait d'une intégration positive et négative de signaux systémiques mesurés par des organes qui mesurent la richesse ou la pauvreté de l'apport nutritionnel et qui vont envoyer des signaux de régulation à la fois sur le taux de croissance via les insulines et sur les transitions développementales via les hormones stéroïdes. Alors là, je propose un diagramme qui synthétise, j'espère de façon claire, les choses, en faisant référence à différents éléments de régulation que l'on a vus. Alors, on a tout d'abord une première boucle qui, en fonction de l'apport nutritionnel et par la médiation du corps gras, va jouer sur le taux de croissance via la production d'insuline par ces neurones du cerveau. On a vu dans les cours précédents qu'il y a une rétroaction négative de feedback de nature mécanique et de patterning qui indique aux organes, grosso modo, quand arrêter de croître. On imagine dès lors qu'il y a, et par ailleurs, on a vu à l'instant que l'hormone
ecdysone produite par la glande prothoracique, par l'intermédiaire de ces neurones, rétroagit négativement sur le corps gras. Donc on a à la fois une activation positive pour assurer le taux de croissance et une hormone de transition développementale va arrêter la croissance au bon moment. Vous voyez qu'il manque des éléments très importants dans ce circuit, qui est en fait une instruction par les organes en croissance, les disques imaginaux, de l'arrêt, enfin qui disent on a atteint la bonne taille, par exemple, produisons de l'ecdysone qui arrête la croissance. Donc en fait, il faut coupler ce circuit à celui-là. Et ce qui manque le plus, en tout cas je n'ai pas trouvé dans la littérature des articles qui indiquent en fait un couplage entre l'activité des disques imaginaux et ce circuit de rétroaction négative qui arrête, qui induit la transition développementale et arrête la croissance dans le corps gras et l'ensemble du circuit. C'est pour ça que j'ai mis XY point d'interrogation. On imagine que ça joue ultimement sur ces neurones PTTH. Et puisque j'ai parlé de ces autres neurones qui coordonnent taux de croissance par l'insuline et transition développementale par ces neurones ici, on imagine que ces neurones intermédiaires jouent aussi un rôle important et qui reçoivent des inputs également de façon périphérique. Donc vous voyez qu'il y a encore des choses qui vont être très intéressantes de suivre, mais qui permettent de relier ce que l'on a vu dans les derniers cours, qui sont les programmes de régulation autonome, qui existent bien, qui sont très importants, et quelque chose qui relève de la coordination au niveau de l'organisme et qui passe par ces réseaux. Retenons un organe senseur, le corps gras, un organe coordinateur, qui est le cerveau, en dialogue avec les organes périphériques. Et c'est à la fois cette rétroaction négative locale et rétroaction négative systémique qui assure de façon enchâssée l'arrêt de la taille. Donc en fait, les feedbacks sont à deux niveaux, locaux et systémiques, par des hormones et par le pattern et la mécanique. Voilà qu'on avait vu les deux derniers cours et maintenant aujourd'hui. Et on voit en lien avec ces processus de rétroaction négative des dispositifs de mesure qui sont à la fois les nutriments mesurés alors, potentiellement par toutes les cellules de l'organisme, mais centralisés, coordonnés par le corps gras ou le foie chez les vertébrés. Et puis également un dispositif de mesure non pas des nutriments, mais de la taille de l'organe, qui est vraiment au cœur de cette action pas encore caractérisée des organes périphériques sur ce dispositif central de coordination de la croissance. Donc deux systèmes, dispositifs de mesure, deux systèmes à différentes échelles de rétroaction négative. Alors, il y a un article qui envoie une piste possible, relativement hypothétique à ce stade, de coordination entre les disques imaginaux et le système nerveux central et la transition développementale. C'est ce fameux facteur dont on a parlé beaucoup dans les problèmes de scaling, de morphogène, c'est DPP. DPP est produit, vous vous souvenez, c'est un morphogène. Les auteurs montrent en fait que quand on inhibe l'activité DPP dans les disques imaginaux, on joue sur la production d'ecdysone. En fait, on inhibe l'ecdysone dans les glandes prothoraciques. Alors, c'est une étude qui montre ces perturbations, cet effet à distance. Ce qui n'est pas très clair encore, c'est quel est le mécanisme qui coordonne l'arrêt de croissance, en tout cas une certaine taille atteinte du disque, et l'arrêt de production et la production d'ecdysone qui, vous vous souvenez, inhibe la croissance au niveau du corps gras et donc sur la transition développementale. Ce que les auteurs proposent, c'est qu'à une certaine taille, il y aurait une espèce d'accumulation de DPP dans la matrice extracellulaire. Il n'y a aucune donnée à ce stade qui accrédite cette hypothèse, mais enfin, en tout cas, une piste de lecture intéressante. En tout cas, on imagine bien qu'il y a un facteur, positif ou négatif, dont la production dépend d'un signal d'atteinte d'une certaine taille. C'est vraiment un problème intéressant, et le fait que DPP puisse être impliqué dans ce processus n'est peut-être pas un hasard. Voilà, en tout cas, quelque chose qui sera à creuser, qui couple ce qu'on voit aujourd'hui et les cours précédents. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça à l'esprit, on se dit, dans la vie, tout n'est pas rose. Parfois, il y a des perturbations qui peuvent être des mutations. On a à l'esprit les cancers, qui sont en fait une dérégulation profonde de tous ces éléments, au niveau des organes, par exemple, au niveau cellulaire. Et imaginons des lésions et comment l'organisme est capable de répondre à ces perturbations, qui permet de voir en gros l'efficacité du système, l'évolution et le temps de pouvoir optimiser un certain nombre de stratégies pour coordonner la croissance. Et l'une des approches que l'on peut faire chez la drosophile, c'est de perturber la croissance et de différentes façons. Et cette étude en présente deux. L'une d'elles qui est dans les disques imaginaux en fait de compromettre l'intégrité de l'épithélium
en utilisant des mutations qui étaient caractérisées comme suppresseurs de tumeurs, peu importe les détails. Elles vont le faire en modifiant la polarité cellulaire qui va créer en gros des tumeurs. Et vous voyez ici ces disques imaginaux qui deviennent assez monstrueux avec des replis dans tous les sens. Ce qui est connu et qu'on peut voir dans cette courbe, c'est qu'il y a en fait des larves qui deviennent de plus en plus grosses et il y a par rapport au contrôle en fait un retard de la transition pupale. Donc ça, les deux vont ensemble. Hein. Là, il y a un retard de la transition pupale, donc la larve continue à croître. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce tissu. C'est au lieu que le tissu se dit j'ai atteint une bonne taille, il continue à croître. Il envoie un signal au système central qui dit je n'ai pas encore atteint la bonne taille et donc la transition pupale est retardée. Alors ultimement elle a lieu, d'accord, mais elle a lieu beaucoup trop tard et donc on a des animaux trop gros. Et les auteurs se sont dit quel est le facteur produit par ces disques imaginaux aberrants qui ont une lésion qui les amène à croître anormalement, trop longtemps en tout cas. Ce n'est pas tellement qu'ils ont un taux de croissance plus important, c'est simplement qu'ils continuent à croître de façon plus importante. Alors peut-être parce qu'il faut réparer la lésion, donc ils envoient un signal qui dit « nous sommes lésés, accordez-nous du temps pour réparer ». En tout cas, il n'y a pas de réparation, c'est simplement une tumeur qui se produit progressivement. Et donc l'approche génétique, elle consiste à dire si un signal est produit par ces disques imaginaux, en référence à l'hypothèse de Pat Simpson dont je parlais tout à l'heure, mutons dans le disque imaginal des facteurs, et on doit pouvoir restaurer en fait une transition pupale normale. Et en particulier, ils sont tombés sur ce facteur, qui est aussi une insuline, toujours des insulines, DILP8, qui, quand il est muté dans ces disques mutants, on voit maintenant une restauration de la transition pupale, pas tout à fait sauvage, mais en tout cas clairement mieux. Une autre lésion, maintenant, on utilise des mutations minutes, qui a à peu près le même effet. On retarde, la croissance maintenant est plus lente, on a une croissance qui se fait beaucoup plus lentement, et on a un retard de la pupaison. Et on voit aussi ici une restauration quand on mute DILP8. Donc en fait, les auteurs décortiquent ce réseau et montrent que dans ces conditions de lésion, le tissu reconnaît la lésion, induit une insuline qui agit de façon centrale sur des neurones inhibiteurs de la production d'ecdysone, les neurones PTTH en rose. Et donc ce circuit en fait inhibe la production d'ecdysone. Comme l'ecdysone a une rétroaction négative sur la transition développementale et la croissance, et bien la larve continue à croître. Alors j'ai parlé de la drosophile, et il est clair que c'est un organisme dont les études ont permis d'être assez pionnières dans toutes ces avancées, mais maintenant les gens chez les vertébrés commencent à beaucoup s'inspirer de ce qui se fait chez la drosophile. Et il y a des études assez remarquables, récentes, qui montrent que chez les vertébrés, il y a également des éléments de coordination entre différents organes. Et il y a cet article en particulier qui utilise des outils génétiques assez sophistiqués qui permet, dans le membre gauche spécifiquement, d'inhiber la croissance de progéniteurs de croissance osseuse. D'accord ? Donc en vert, on a une inhibition de la croissance et on va regarder dans le membre contralatéral, en rouge, ce qui se passe. Et ce qu'on observe, c'est que dans les conditions contrôle où on ne fait rien génétiquement, entre les conditions, qu'on regarde le fémur, qu'on regarde le tibia, d'accord, par rapport à une condition contrôle où on n'a pas ce dispositif génétique, l'absence de cette hormone qui en fait induit le dispositif d'asymétrie de croissance dans les deux membres, tous les membres ont la même taille à gauche et à droite. Mais lorsque l'on induit maintenant à gauche une réduction de la croissance des progéniteurs, on voit que le membre contralatéral en fait, a aussi une croissance limitée par rapport à une condition contrôle, de l'ordre de 10 à 15%. Ce qui veut dire que le membre gauche léger est capable d'envoyer un signal au membre droit pour lui dire « réduis ta croissance parce que moi j'ai une croissance plus petite ». Ce qui est assez remarquable. Les mécanismes ne sont pas connus. Apparemment, ils n'impliqueraient pas l'orthologue de DILP8 qui s'appelle la famille des relaxines. Et les auteurs suggèrent, sans que ce soit testé à ma connaissance, l'idée d'une communication nerveuse. Donc il est possible qu'en fait, que cette communication nerveuse soit en fait quelque chose de beaucoup plus général que ce que l'on voit déjà mentionné chez la drosophile. Voilà. Une autre étude que je porte à votre attention intéressante, chez le poisson zèbre, on regarde la croissance de la vésicule otique, qui correspond donc à l'oreille interne du poisson zèbre. Et les auteurs en fait étudient de façon très précise la croissance relative de l'oreille interne gauche et droite du poisson zèbre au cours du développement, et ils voient en fait que donc on a ici le rapport des volumes qui, vous voyez, a des valeurs distribuées largement supérieures à 1, mais qui au cours du temps en fait sont réduites.
Donc on a clairement suivant les paramètres mesurés, le volume de l'air ou du lumen de cet organe, peu importe, on a des fluctuations importantes au début de développement qui s'amenuisent de sorte qu'à la fin du développement, on arrive en gros à un volume quasiment égal à gauche et à droite. Et ce qui est remarquable, c'est que maintenant les auteurs peuvent apporter des perturbations externes ou internes, alors externes par un stress de température, par des UV, ou un stress de nature génétique dans l'organe en utilisant des facteurs de signalisation divers et variés. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a effectivement donc on regarde ici dans ces conditions-là, regardons par exemple ici, les perturbations induisent en fait une asymétrie dans le volume entre les organes gauche et droite, mais qui sont en fait corrigées dans une très très large mesure au cours du développement. Donc, dans les conditions normales, il y a une réduction des fluctuations droite-gauche, et lorsque l'on perturbe le système, génétiquement ou par des facteurs externes, l'organisme reconnaît ces perturbations et corrige principalement cette asymétrie pour arriver globalement à une symétrie de croissance. Donc on ne connaît pas les mécanismes qui sont impliqués, mais au moins d'un point de vue phénoménologique, elles indiquent que les études faites chez la drosophile renvoient à l'idée qu'il y a, suggèrent une régulation plus générale des processus de symétrie chez les vertébrés. Et chez la drosophile, il se trouve que ce fameux facteur DILP8, dont on a vu une fonction de départ qui est d'envoyer un signal de reconnaissance d'une lésion pour retarder la transition vers la métamorphose chez les insectes, ce même facteur DILP8, lorsque l'on regarde les mouches qui sont mutantes, on observe une fluctuation d'asymétrie, fluctuating asymmetry, qui se mesure comme la variance la différence entre l'aire de l'aile à gauche et à droite. Alors, cette asymétrie de fluctuation a été étudiée depuis très très longtemps par les gens parce que ça permet de regarder le bruit développemental dans les conditions où on est maintenant génétiquement contrôlé, vu que c'est la partie contralatérale d'un organisme. Et vous voyez que ces fluctuations peuvent être assez importantes, vu que là, c'est une mouche dans laquelle l'aile droite et l'aile gauche sont différentes. Alors sans doute, c'est la forme la plus extrême d'asymétrie gauche-droite. Dans les conditions normales de développement, les fluctuations sont de l'ordre de quelques pourcents. Donc là, on est vraiment dans une augmentation majeure de ces fluctuations. Il n'est pas très clair encore quel est le lien entre ces fluctuations qui apparaissent dans le mutant DILP8 par rapport au processus, donc cette fonction sauvage de DILP8 pour limiter les fluctuations droite-gauche, et la fonction révélée par les éléments de perturbation génétique par lesquels DILP8 a été identifié. C'est d'un côté quelque chose qui envoie un signal lésionnel pour retarder la transition développementale, et de l'autre, dans lequel DILP8 est produit par le disque imaginal lésé, et de l'autre quelque chose qui n'est pas encore caractérisé à ma connaissance, qui en fait limite le bruit développemental à gauche et à droite dans un organisme. Et on peut imaginer que les fluctuations sont, si c'était comme chez le poisson zèbre, importantes au début qui se corrigeraient jusqu'à arriver en fait à un lissage des fluctuations à gauche et à droite, ou au contraire, l'idée qu'il y aurait un checkpoint développemental dans lequel les fluctuations seraient importantes, puis en fait on arriverait à une phase où en fait il y aurait une correction des erreurs pour arriver à une symétrie, parce que dans les conditions sauvages, la symétrie est importante. Voilà, donc des recherches à suivre, très intéressantes, parce qu'elles renseignent directement sur un facteur de bruit développemental et d'uniformisation de la croissance. Alors juste pour un petit clin d'œil, parce que j'en avais parlé dans mon cours sur les lois d'allométrie, il existe des cas où la croissance est extrêmement asymétrique. Là, en fait, on aurait plutôt un cas de stabilisation de croissance asymétrique pour ces crabes violonistes chez lesquels le mâle a une pince qui correspond grosso modo quasiment au poids de l'ensemble du reste de l'organisme. Donc il y a sans doute un lien intéressant à creuser entre correction des asymétries et stabilisation d'asymétrie dans les cas particuliers. Et peut-être que dans les prochaines années, j'aurai l'occasion de parler d'asymétrie droite-gauche, un phénomène assez passionnant. On le voit se manifester également dans le contexte de la croissance. Voilà, donc maintenant, et pour finir, je vais essayer de rassembler, sans rentrer dans énormément de détails, l'idée vraiment d'arriver à une espèce de synthèse de choses qu'on en a vues et des réflexions que l'on peut avoir sur cette vision d'ensemble de la croissance. Alors, on a vu des éléments d'énergétique, on a vu un certain nombre de contraintes opérées, on a vu tout un circuit de régulation. On voit que c'est assez complexe, mais j'essaie de dégager certaines lignes forces. Donc, au niveau cellulaire, et de façon très simpliste, on a un apport énergétique, une conversion par le métabolisme permettant la croissance. Je vous ai donné un certain nombre de chiffres en point de départ, en tout cas de réflexion dans l'introduction de ce cours. Mais considérons cela comme un élément central
l'échelle ultime cellulaire dans laquelle la croissance se produit. Mais maintenant, on a différents niveaux de régulation enchâssés, le niveau de l'organe, grosso modo, ou des tissus assemblés, et le niveau de l'organisme. On peut voir, par un certain nombre de perturbations, que l'apport énergétique, notamment pour l'oxygène qui ne peut pas être stocké, peut être limitant, et que ça peut vraiment avoir un impact sur la croissance. Donc, c'est évidemment le moteur principal de la croissance, les nutriments et l'oxygène. Mais on avait vu déjà deux niveaux de contraintes extrêmement importants. Les contraintes associées au réseau de distribution de l'énergie dans le cours numéro 2 par ce réseau de distribution branché. Et puis les contraintes au niveau de la croissance cellulaire, qui sont en fait des contraintes essentiellement la transcription, qui ont un impact sur le maintien d'une capacité traductionnelle de production de ribosomes à densité constante dans une cellule pour produire, et on l'a vu aujourd'hui, la croissance protéique, la synthèse protéique est l'élément majeur du budget en ATP, le budget énergétique d'une cellule. Et là, en fait, c'est ultimement les contraintes de proximité des polymérases pour la transcription qui limitent le taux de production d'ARN nécessaire au taux de production de ribosomes. Et ces contraintes finalement biochimiques fondamentales et les contraintes macroscopiques de distribution de l'énergie sont les deux contraintes principales que l'on a vues qui en fait limitent le taux de croissance d'une cellule et d'un organisme. On a vu par ailleurs qu'il y a des mécanismes de mesure, des senseurs à la fois des éléments fondamentaux de croissance qui sont les nutriments et d'oxygène. Donc vous voyez que ces senseurs sont situés de façon hiérarchique, soit directement au niveau cellulaire, soit au niveau d'organes relais comme le corps gras ou le foie. Mais chaque cellule est capable de faire une mesure d'acide aminé et d'oxygène et d'avoir une réponse hypoxique dans un cas ou une réponse de réduction de l'activité du cycle de Krebs pour éviter de former des ions superoxydes. Donc chaque cellule peut faire ce travail. Néanmoins, il y a des organes de coordination, en tout cas très clairement pour les nutriments, qui permet de préparer l'organisme dans des conditions diverses et variées. Et comme ces mêmes organes qui sont des senseurs sont également des organes de stockage, ils peuvent mettre à disposition ce qui manquerait lorsqu'ils mesurent ce manque. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il existe cet organe de coordination au niveau de l'ensemble de l'organisme, c'est sans doute précisément parce que c'est un organe de stockage qui peut donc mesurer quelque chose et en fonction de là, avoir des stratégies adaptatives qui permettent aux cellules d'avoir l'apport en nutriments suffisante pour traverser une période de carence nutritive. Et puis, évidemment, tous les éléments de contrôle qui sont essentiellement des rétroactions négatives. On a vu des feedbacks intégraux au niveau de la mécanique et de la croissance et du patterning qui jouaient lorsque la taille de l'organe est mesurée directement sur le métabolisme cellulaire. On ne peut pas dire qu'on ait une version en fait unique, la version unifiée de la mesure de la taille de l'organe intégrera nécessairement des éléments de mécanique et de patterning. On a vu ça assez en détail. Il sera impératif que dans d'autres organismes, des études similaires soient réalisées. À ce stade, elles sont essentiellement centrées sur la drosophile et je pense qu'il est nécessaire, comme toujours, qu'il y ait une comparaison de différents systèmes. Et comme on l'a vu aujourd'hui, des éléments de coordination systémique qui s'ajoutent mais ne remplacent pas ces éléments de régulation à l'échelle des organes et qui permettent d'harmoniser la croissance. Et je voudrais finir par une espèce de comparaison qui me tient à cœur entre justement cette vision un peu dominante de la régulation pour les biologistes, qui est l'idée d'un programme déterministe, hiérarchique, modulaire, avec des lois vraiment déterministes. C'est vraiment en fait un avatar de la pensée génétique, selon moi, qui a son utilité, mais qui a aussi ses limites et que je voudrais souligner. Je l'avais fait l'an dernier et je voudrais en fait faire ce parallèle pour finir, en tout cas cette année. Donc on peut voir qu'avec l'énergétique, les éléments de pattern, donc les éléments génétiques et la mécanique, on a tous les ingrédients pour possiblement en fait, proposer un modèle de contrôle autonome de la croissance au niveau des organes et partant de là au niveau de l'organisme. Une espèce de flèche unidirectionnelle dans le sens où la lecture de ces différents composants cascadant de façon hiérarchique dans l'organisme, de l'organe jusqu'aux cellules, suffirait à expliquer la taille de l'organe avec une mesure locale dépendant de la mécanique et du pattern qui disent on arrête de croître. On a vu aujourd'hui et dans les deux cours précédents, qu'il y a toute une série de rétroactions négatives qui, en fait, permettent vraiment d'abandonner ce modèle simpliste, strictement déterministe, et qui, en revanche, soulignent l'existence de rétroactions à l'échelle d'un organe
et à l'échelle de l'organisme, entre les organes, dans lesquels on ne peut pas totalement reconnaître l'idée d'une hiérarchie et dans lesquels les rétroactions sont importantes. On voit aussi que, vraisemblablement, si on avait une phénoménologie précise de la croissance cellulaire et également des organes, il est très vraisemblable qu'on ait en fait une lecture beaucoup plus statistique de la croissance cellulaire. À ma connaissance, et j'en ai pas parlé, il n'y a qu'un seul article chez les plantes dans lequel il y a une mesure de la croissance au cours du temps à l'échelle cellulaire. C'est un travail de Reski Boudaoud, magnifique, dans PNAS, qui montre qu'en fait, il y a des fluctuations spatiales et temporelles de la croissance et qui sont lissées par une espèce de moyen-âge temporel et qui permettent d'avoir une espèce d'uniformité. Et c'est sans doute pas en fait une espèce en raison d'un mauvais contrôle du système, mais sans doute au contraire une stratégie adaptative pour éviter que... Parce que si jamais vous avez un programme strictement déterministe, si jamais vous êtes obligé de faire du fine-tuning pour que tous les paramètres soient à la bonne valeur pour que vous ayez un bon résultat. L'avantage d'un système non hiérarchique avec des rétroactions, un système auto-organisé, c'est que le système, en fait, non seulement tolère, mais même utilise adéquatement en fait, des fluctuations pour arriver à un produit émergent qui soit lissé. Donc, on avait vu ça l'an dernier dans les questions de morphogénèse, et je pense que c'est clairement quelque chose qui est très important aujourd'hui. Donc, moi, je souligne deux éléments de recherche qui manquent, à mon sens, d'un point de vue phénoménologique, pour construire des modèles plus adaptés. C'est à la fois une caractérisation plus précise de l'énergétique cellulaire et à partir de là, tissulaire et des organes pour étudier la croissance. Et vraiment, il y a une phénoménologie très pauvre à ce niveau-là. Et deuxièmement, une lecture de la croissance d'un point de vue temporel, vraiment la dérivée de la masse au cours du temps ou du volume au cours du temps, au niveau cellulaire dans un contexte d'un organisme. Ces deux paramètres manquent cruellement pour arriver à mieux tester des modèles et, à partir de là, asseoir l'idée d'un système auto-organisé qui sera avec une auto-organisation enchâssée à différents niveaux. Je ne pense pas qu'on puisse totalement abandonner l'idée d'une hiérarchie, parce que regardez, par exemple, le foie et le cerveau sont des structures qui, de fait, mesurent de façon très coordonnée et coordonnent les éléments de croissance. Donc, il ne s'agit pas de tomber dans un modèle où on va dire que c'est comme une fourmilière, clairement pas. On va être, ou une instabilité de Turing, on va être vraiment dans un modèle dans lequel on va conjoindre en fait une lecture déterministe et auto-organisée. Celle-ci est celle qui est le moins développée, quoiqu'elle émerge naturellement des travaux dont j'ai parlé en fait ces 3 derniers cours. Et je voudrais finir avec voilà, cette idée. Je voudrais aussi faire un écho avec ce qui était en fait notamment l'aboutissement en fait, de cours ces 2 dernières années sur le contrôle de la forme des organes, dans lesquels j'avais en particulier l'an dernier souligné l'importance de ces modèles auto-organisés par rapport aux modèles hiérarchiques. Les éléments, ce n'était pas énergétique, patterning et mécanique, c'était polarité et patterning qui sont génétiquement déterminés, la mécanique cellulaire et la géométrie, autre élément. Et j'avais proposé une lecture dans laquelle, plutôt que de dire traditionnellement comme en biologie que l'information est strictement génétique, l'information est un agrégat auto-organisé d'interaction entre gènes, mécanique et géométrie, courbure, taille, etc., qui forment un langage qui permet de prédire en fait, des processus de morphogénèse. Et je pense que cette façon de regarder ou de comprendre les mécanismes d'encodage de la forme s'applique tout à fait utilement pour parler du contrôle de la taille d'un organisme. Voilà. Donc voilà les propos de fin. J'aimerais maintenant faire 2 annonces. D'abord, c'est la fin de ces cours. Merci de les avoir suivis. La première annonce, c'est, vous savez, chaque année, il y a un colloque en lien avec le cours. Alors cette année, il sera en lien avec le cours, mais il n'y a pas croissance dans le titre, mais il y aura des questions de croissance. En fait, c'est quelque chose que j'organise avec Denis Duboul, qui est un colloque qui va parler des contraintes et de la plasticité dans le développement et l'évolution. Le colloque sera en anglais, tous les intervenants parleront en anglais, vous en avez l'habitude. Il sera le 30 juin et le 1er juillet prochain. On a une liste d'intervenants extrêmement variés, qui associera des gens qui font de l'évolution, Rexidja, des systèmes auto-organisés in vitro, Mahadevan, des approches plus théoriques, l'évolution encore, du développement. On aura plein de choses diverses et variées. Je pense que ça sera assez remarquable parce que les gens ne se connaissent pas tous, et ça c'est plutôt bon signe, c'est que ça risque d'apporter des éléments à votre réflexion qui nourriront en fait à la fois des choses qu'on a vues cette année et des choses qu'on a vues ces dernières années. La deuxième chose, c'est qu'un professeur invité viendra donc au mois de mai, il donnera 4 cours, donc Rob Phillips, qui est un physicien théoricien qui est à Caltech et qui viendra donner 4 cours qui se proposeront d'être une introduction à un type de réflexion quantitative sur les processus biologiques à différentes échelles. Il y aura dans le premier cours quelque chose qui fera raisonner sur des ordres de grandeur pour des choses qui tournent autour de la biologie cellulaire et qui, à certains égards, ont inspiré un certain type de réflexion que j'ai pu avoir cette année.
Deuxièmement, un cours qui concernera une application de ces approches théoriques pour expliquer des choses qui concernent en particulier la transcription sur laquelle Rob Phillips a beaucoup travaillé. Le troisième cours concernera des aspects de la physique hors équilibre au cœur de la matière vivante, qui donc sera abordé. Et quatrièmement, un cours extrêmement original et vraiment intéressant que je vous recommande beaucoup à votre réflexion, qui est l'application de ces mêmes principes de raisonnement quantitatif, non pas à l'échelle de la cellule, mais à l'échelle des écosystèmes, sur lesquels Rob Phillips commence beaucoup à travailler, et il se fera l'écho de la recherche d'un certain nombre de personnes. Donc, à travers les échelles, je recommande fortement ces cours pour les physiciens et les biologistes, qui permettra d'avoir une réflexion quantitative sur des problèmes biologiques, de la transcription, des choses très fondamentales, jusqu'à la dynamique des écosystèmes. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour ces cours, pour le colloque, et bien évidemment l'année prochaine, où on plongera dans l'organisation et la croissance des cellules. Je vous remercie.